Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire l'analyse d'un webinaire qu'on a fait avec Romain SEO de la chaîne Dropshipping Reborn, que peut-être vous connaissez, surtout si ça fait un moment que vous vous intéressez au domaine du business en ligne, parce que c'était un des premiers à faire des vidéos sur le thème du e-commerce, du dropshipping, etc. Et plus généralement, tout ce qui touche au e-commerce SEO. Il était très actif sur YouTube de 2019 jusqu'à 2021. Et aujourd'hui, donc, on va analyser le webinaire qu'on a fait pour sa formation, qui est un webinaire qui aura tourné pendant un peu plus de 2 ans, qui aura tourné de avril 2022 jusqu'à fin juin 2024, date à laquelle on a arrêté les publicités parce que Romain, pour des raisons personnelles, a souhaité se retirer de tout ce milieu business en ligne, vente de formation, etc. Donc voilà, donc on a tout simplement coupé les publicités, là, il y a environ 2 mois. Donc, c'est un webinaire qui, sur cette période, aura généré plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et vous comptez à peu près un peu moins d'un tiers de budget publicitaire dessus. Donc, c'est un webinaire qui a fait plus d'1 million d'euros de bénéfices. Et il a également généré, du coup, durant cette période, 60 000 leads, donc 60 000 emails qu'après on peut réutiliser pour vendre d'autres offres, d'autres produits, etc. Donc, c'est un webinaire qui a eu un plutôt bon succès. Et aujourd'hui, on va analyser ce qui font les raisons de ce succès-là. Et pourquoi est-ce qu'il a marché. Et on va vraiment repartir de zéro, à savoir toute la partie positionnement et conception de l'argumentaire de vente. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas juste faire un commentaire copywriting, de ne pas juste faire un commentaire de slide, mais vraiment d'expliciter, entre guillemets, les mécanismes de raisonnement qui ont amené à la conception de l'argumentaire de vente de la manière dont il a été fait, pour vous donner un petit peu les clés pour que vous puissiez ensuite réutiliser ces mêmes raisonnements et les adapter à vos offres, que ce soit directement pour vos produits ou services, si jamais vous vendez vos produits ou services, ou si vous êtes dans le cadre d'une agence ou que vous êtes freelance, que vous puissiez tout simplement adapter ces concepts aux produits ou services de vos clients. Voilà. Donc l'avantage au final qu'on ait arrêté ce webinaire, là il y a 2 mois, c'est que maintenant, vu que le webinaire ne tourne plus, je peux vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. Voilà, je peux vous montrer un petit peu l'envers du décor et ça va être intéressant. Donc moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Pablo, je travaille en ligne depuis 2018, donc dans les milieux du copywriting, marketing et acquisition de trafic. Et j'ai fondé en 2020 l'agence Chronos Media, avec laquelle on a eu l'occasion d'accompagner plusieurs dizaines d'infopreneurs et d'entrepreneurs francophones, dont certains grands noms du marché français, et certaines entreprises et stores e-commerce dont le chiffre d'affaires dépasse les 8 chiffres annuels. Et donc le but de l'agence, c'est tout simplement de les amener à développer leur stratégie d'acquisition, leur stratégie de conversion, le marketing de manière générale, etc. etc. Et là, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu le webinaire qu'on a fait dans le cadre du travail avec Romain, à savoir du coup pour vendre sa formation qui s'appelle le Challenge SEO. Alors, rappel rapide de ce qu'est cette formation. Donc, j'imagine que certains d'entre vous la connaissent parce que c'est une formation qui est très connue sur le marché français, mais on va la redétailler rapidement. C'est une formation qui vous apprend à monter une boutique en dropshipping SEO en partant de zéro. Et ça s'appelle le Challenge SEO parce que le challenge, en fait, c'est de réussir à monter cette boutique à 10 000 euros par mois en 4 mois, en partant de zéro, donc 120 jours. Voilà. C'était le but du Challenge SEO et c'est ce que Romain a fait lui-même. Et la première version de la formation qu'il a fait donc en 2019, en fait, il l'avait faite en live, c'est-à-dire qu'il avait dit moi-même, je vais vous montrer qu'on peut le faire. Donc, il avait repris une boutique en partant de zéro. Il s'était filmé en live à travers toutes les étapes du processus de création de cette boutique. Et c'était ça la première version de la formation. C'est-à-dire que Romain avait pris le risque lui-même de démontrer ce qu'il avançait et donc avait réussi à monter une boutique en partant de zéro à plus de 10 000 euros par mois en 4 mois. Voilà. Donc, c'est une formation qu'il avait vendue sur sa communauté. Donc c'était un trafic chaud en 2019 et ensuite en 2021 il avait décidé de refaire une deuxième version qui était plus professionnelle, qui était plus condensée parce que la première version c'était du live, donc forcément c'était pas aussi efficace en termes de pédagogie, etc., que si on a une structure où on peut aller peut-être un peu plus vite et un petit peu expliciter les concepts et synthétiser les concepts. Donc il a refait en 2021, il a repassé beaucoup de temps pour professionnaliser la méthode et sortir la deuxième version du Challenge SEO, dans laquelle il a professionnalisé les slides, le tournage, etc. Et il a synthétisé vraiment tous les concepts pour en faire une formation plus facile à suivre pour un néophyte. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, que Romain fait la deuxième version de sa formation en 2021, sauf que 2021, donc elle sort en milieu d'année, 2021 c'est aussi l'année où il faisait de moins en moins de vidéos sur YouTube.
et où donc, qui dit moins de vidéos sur YouTube dit moins d'audience et donc moins de ventes en organique. Donc c'était un peu dommage parce qu'il venait de passer beaucoup de temps à professionnaliser cette formation sur laquelle il avait déjà investi beaucoup de temps et d'énergie, formation qui avait eu des super retours auprès de sa communauté, etc. Donc il s'était bougé pour en faire vraiment une version professionnelle, etc. Sauf qu'elle vendait plus, du coup, parce qu'il n'était plus sur YouTube. Donc c'est dans ce contexte-là que Romain vient me voir en fin d'année 2021, début d'année 2022, pour voir si on ne peut pas tester de vendre cette formation en cold, c'est-à-dire sur un trafic qu'il ne connaît pas, et si on ne peut pas tester de lancer des publicités payantes pour essayer de rentabiliser la deuxième version de la formation. Donc on décide de commencer à travailler là-dessus, parce que je sais que le Challenge SEO, c'est une formation d'une super qualité, qui a eu des super retours, etc. Donc effectivement, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer aussi. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on commence à travailler sur le webinaire et sur le funnel et sur l'acquisition pour vendre le Challenge SEO, qui est donc, vous le voyez à l'écran, une formation qui a un prix de vente de 1 000 €. Voilà. Alors, rapidement, pourquoi vendre en webinaire? Avant qu'on rentre concrètement dans la structure de l'argumentaire, pourquoi vendre en webinaire et pas en page de vente ou en VSL ou vidéo de vente ou quoi que ce soit? L'avantage du webinaire, c'est que vous avez, donc pour définir rapidement ce que c'est qu'un webinaire, c'est une conférence qui est diffusée à 1 heure sur un créneau spécifique. Ça peut être par exemple le jeudi à 20 h, voilà. Et donc si les gens ne viennent pas au webinaire, ils loupent l'information. Donc c'est pas comme une page de vente qu'on peut lire un peu quand on veut, quand on a le temps, etc. Là, on crée un événement. Donc intrinsèquement, dans la nature même du média, dans la nature même de ce média-là, vous avez une sorte de scarcity et de FOMO intégré. C'est-à-dire que si vous ne venez pas à la conférence, vous allez louper les informations de la conférence et donc vous n'accéderez pas aux informations du webinaire. Donc il y a ce côté où quelque part vous allez polariser l'audience, c'est-à-dire que les gens qui viennent ont fait la démarche de venir à l'heure, le jour du webinaire, etc. Donc ils sont dans une démarche déjà beaucoup plus impliquée pour ensuite recevoir votre argumentaire de vente. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'encore une fois, ça aide à vraiment mieux retenir l'attention des gens, etc. vis-à-vis, par exemple, d'une page de vente ou d'une vidéo de vente, où on se dit, bon, je peux mettre en pause et y revenir quand je veux. Après, le pendant de ça, c'est que du coup, un webinaire, c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en place qu'une page de vente ou une vidéo de vente. Voilà. Alors, quand on parle de webinaire, il faut faire la distinction. Il y a deux types de webinaires, les webinaires dits en live et les webinaires evergreen. En live, comme le nom l'indique, c'est tout simplement un webinaire en direct, donc qui est fait sur le moment, qui est fait en one shot. Et un webinaire evergreen, c'est un webinaire qui va tourner. Donc en fait, c'est une rediffusion d'un webinaire qui a été fait, qui a été tourné, qui est diffusé à 1 heure en particulier. Donc ça peut être sur une journée spécifique, ça peut être par exemple tel jour et tel jour à telle heure, ou ça peut être tous les jours à une certaine heure, ou même plusieurs fois par jour. Après ça, vous pouvez le setup un petit peu comme vous voulez. Un evergreen, donc, c'est tout simplement quelque chose qui reste valable toute l'année. Et en l'occurrence, là, dans ce cas-là, on était donc sur de l'evergreen, et c'était tous les soirs à 20h30. L'idée de l'evergreen, c'est que si vous allez sur du trafic cold, donc en publicité par exemple, c'est beaucoup plus pratique parce que ça vous permet d'éviter d'avoir à être toujours en live, etc. Et surtout, ça vous permet ensuite de faire des A/B tests, c'est-à-dire des split tests, avec uniquement la variable, par exemple, de la pub qui va changer, ou de la landing page, etc. Vous allez avoir la version du webinaire qui est toujours la même, donc vous savez que cette variable de conversion ne change pas. Ça vous évite d'avoir cette variable de, ok, si je fais des lives, peut-être qu'il y a un jour je vais être plus en forme, peut-être qu'il y a un autre jour je vais plutôt formuler les concepts comme ci ou comme ça, donc peut-être que ça convertit mieux. Du coup, vous ne savez pas forcément si votre funnel marche mieux, enfin votre webinaire convertit mieux parce que vous avez fait une meilleure performance, ou parce que vous avez changé les ads, ou parce que vous avez changé les emails, etc. Donc ça vous permet d'isoler une variable qui va vous permettre ensuite d'effectuer des split tests de manière efficace et significative. Après, le truc, c'est que par exemple le live, vous allez avoir un effet où aussi, puisque vous êtes en direct avec les gens, vous allez pouvoir répondre directement à leurs objections, vous allez même pouvoir faire une sorte de question-réponse, donc de séance de mini-closing personnalisée à la fin. Donc forcément, les taux de conversion d'un live par rapport à un evergreen vont être boostés. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours des meilleures conversions en live qu'en evergreen. Voilà. Mais en l'occurrence, ça dépend un petit peu du contexte. L'evergreen, ça va être plutôt pour du code. Le live, ça va être plutôt quand vous avez une communauté et que vous voulez du coup introduire un produit ou une proposition commerciale à votre audience. Dans ce cas-là, vous allez faire un live. Mais en l'occurrence, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir qu'en fait, le travail de structuration de l'argumentaire de vente, c'est-à-dire le travail marketing, de copywriting, etc., il est exactement le même qu'on soit sur un live ou sur un evergreen. C'est-à-dire que les spécificités du média, les spécificités du format ne sont pas au niveau de la création de l'argumentaire de vente. Donc pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas forcément très important. De toute façon, ça s'applique
que ce soit un live ou un evergreen. Après, ça, c'est pas un problème. Voilà, donc pour résumer le funnel très rapidement, vous avez des publicités qui vont tourner sur des régies publicitaires. Ça peut être la régie publicitaire de votre choix. En l'occurrence ici, c'était majoritairement YouTube et également un peu TikTok. Donc dans ce cas-là, vous avez des gens qui vont voir une publicité sur YouTube par exemple, qui vont du coup être potentiellement intéressés par la publicité, qui vont arriver sur la landing page, s'inscrire à un créneau pour la conférence. Et ensuite, sur les gens qui s'inscrivent, vous allez avoir 25 à 30%, c'est un petit peu les statistiques que vous essayez de viser, 25 à 30% des gens qui vont venir au webinaire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas du tout 100% des inscrits qui viennent au webinaire. Vous n'avez jamais 100% des inscrits. Il faut viser 30%, c'est déjà très bien. Si vous êtes à plus de 30%, c'est excellent, mais c'est relativement rare. Donc, viser entre 25 et 30%, c'est correct. Voilà. Donc, ensuite, quand vous devez faire vos calculs pour voir si vous allez être rentable, etc., pour voir un petit peu faire vos calculs de ROI, etc., basez-vous en statistique 25 à 30%. Ensuite, sur les gens qui viennent au live, si votre webinaire est suffisamment bien rythmé, suffisamment intéressant, etc., vous devez être capable d'avoir 45 à 50% des gens qui restent jusqu'au bout du webinaire. Ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus, mais globalement, on est autour de 50%. En tout cas, c'était les chiffres qu'on avait sur ce webinaire-là, et c'est les chiffres que vous avez en règle générale. Si votre webinaire correspond bien à ce pourquoi les gens se sont inscrits et qu'il est suffisamment bien rythmé et intéressant et clair, dans ce cas-là, vous allez avoir à peu près 50% des gens qui viennent et qui restent jusqu'au bout du webinaire. Donc ces statistiques-là, elles sont intéressantes à connaître parce que comme ça va vous permettre ensuite, quand vous faites vos tests sur vos funnels, de savoir un petit peu où se trouve le bottleneck, donc le goulot d'étranglement, de voir où est-ce que ça pêche dans votre funnel. Qu'est-ce que vous devez améliorer? Est-ce que c'est le coût par lead? Est-ce que c'est le nombre de gens qui viennent au webinaire qui n'est pas assez? Si vous avez 15% d'attendance rate, c'est qu'il y a un problème. Si jamais vous avez que 20% des gens qui restent jusqu'au bout du webinaire, c'est pareil, c'est qu'il y a un problème. C'est soit votre positionnement qui n'était pas bon en ads, soit que votre webinaire n'est pas assez bien rythmé. Donc voilà, connaître ces chiffres-là, c'est bien parce que ça permet de savoir ce qu'on peut attendre en moyenne. Après, ça peut varier en fonction des niches et des thématiques, mais globalement, ça peut vous donner déjà des points de comparaison pour être capable ensuite de raisonner et d'améliorer vos funnels. Donc voilà. Et encore une fois, l'avantage de l'Evergreen, c'est que puisque le webinaire en soi est une variable fixe, c'est-à-dire que le webinaire est toujours le même, il ne change pas, vous savez que si jamais il y a des baisses, ça ne vient pas de la performance du webinaire. Donc vous pouvez savoir que c'est peut-être la qualité du trafic qui est différente. Peut-être que, encore une fois, vous avez testé des nouvelles ads. Peut-être que en ce moment, la période n'est pas terrible. Vous n'allez pas vendre pareil, évidemment, en fin d'année où l'infoproduit est roi, où les produits physiques sont rois. Donc par exemple, pendant le Q4, etc., vous n'allez pas vendre autant qu'en mars-avril ou septembre-octobre, pendant la rentrée, etc. Mais du coup, l'avantage, c'est que quand vous avez un funnel en Evergreen, vous avez quelque chose qui se rapproche le plus de quelque chose en full automatique. C'est-à-dire que derrière, vous avez juste, encore une fois, à contrôler les budgets et à les ajuster en fonction de votre coût par lead, en fonction de la période, peut-être des taux de conversion de la période, etc., qui va influer bien sûr sur les taux de conversion à la fin du webinaire. Mais derrière, voilà, vous avez juste à contrôler les budgets publicitaires en fonction de votre ROI. Et ça, c'est quelque chose qui prend 5 minutes par jour. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très automatique. Et une fois que c'est setup, c'est quelque chose qui peut tourner vraiment sans intervention de votre part. Là, en l'occurrence, nous, on avait passé à peu près 2 mois à travailler sur la conception de ce webinaire, de l'argumentaire, des slides, etc., faire le funnel, les ads, tout brancher, les emails, etc. Et après, une fois que ça tourne, ça tourne. Donc voilà, après vous pouvez éventuellement faire des itérations, évidemment, pour essayer d'aller améliorer des points, ce que nous, du coup, dans ce cas-là, encore une fois, par manque d'initiative, on n'a pas fait, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, et ensuite, une fois que c'est prêt, c'est prêt. Alors, concernant le positionnement, là, en l'occurrence, il a fallu repartir de zéro, parce que Romain avait conçu sa formation pour des gens de sa communauté, sauf que là, on ne va plus du tout s'adresser aux gens de sa communauté. Donc, on repart sur du cold, et je vais faire une petite précision ici, c'est qu'en fait, dans ce cas précis, quand j'utilise le mot cold, je parle d'un trafic froid, et d'une audience avec une awareness de 0. Mais pour éviter de devoir répéter les deux à chaque fois, je vais faire un petit peu un abus de langage et utiliser cold pour désigner ces deux concepts, même si techniquement, c'est deux concepts un petit peu différents. Quand on parle de la température du trafic, on parle d'à quel point ce trafic vous connaît déjà, à quel point l'audience est déjà familière avec vous, donc en fait de quel capital sympathie et a fortiori de capital confiance vous disposez déjà auprès de cette audience-là, parce qu'évidemment, on ne va pas s'adresser pareil à une audience qui vous fait déjà confiance qu'à une audience qui ne vous connaît pas. Et l'awareness de l'audience, ça désigne à quel point l'audience est déjà familière avec les concepts que vous allez aborder dans votre argumentaire de vente. Voilà. Donc,
techniquement, c'est deux concepts qui sont complètement indépendants, qui ne sont pas corrélés. Vous pouvez très bien être en cold sur une awareness haute, c'est-à-dire les gens ne vous connaissent pas, mais vous vous adressez à des spécialistes. Vous pouvez être en trafic chaud sur une awareness 0, donc là vous parlez à des gens qui vous connaissent, mais d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Vous pouvez être en trafic chaud avec une haute awareness, donc vous parlez à des spécialistes qui vous connaissent. Ça, c'est le cas un petit peu le plus facile en termes de copywriting. Et vous avez le cas, l'inverse de ça, le cas le plus difficile, qui est celui dans lequel on se trouve ici, qui est cold, donc les gens ne vous connaissent pas et ils ne connaissent pas le sujet duquel vous parlez. Donc en fait, vous devez jouer sur deux tableaux en même temps, vous devez rassurer les gens sur votre crédibilité, sur le fait que vous êtes legit et en plus réussir à leur faire comprendre le sujet duquel on parle. Donc voilà, en termes de copywriting, c'est l'exercice le plus compliqué, mais du coup c'est aussi l'exercice le plus intéressant, parce que si vous êtes capable de vendre en cold et en awareness 0, derrière le reste sera beaucoup plus facile. C'est un petit peu le scénario dans lequel vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc voilà, en l'occurrence, ici, on a décidé de repartir sur une awareness de 0, même si, en fait, il aurait été possible de repartir sur une awareness plus élevée, c'est-à-dire en cold, mais avec des gens qui savent déjà peut-être ce qu'est le SEO, ou qui savent déjà ce qu'est le dropshipping, ça aurait été possible. Mais en l'occurrence, nous, on a décidé que ce n'était pas intéressant pour nous, parce que si vous regardez un petit peu les audiences sur les régies publicitaires, il faut voir une audience comme un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques communes, qui sont après décidées par l'algorithme de la régie publicitaire en question. Et là, l'audience la plus grosse, donc l'audience mère, c'est l'audience de tous ceux qui sont intéressés par le fait de potentiellement faire un revenu en ligne. Toutes les autres audiences sont des sous-groupes, des sous-ensembles de cette audience mère. C'est-à-dire que tous les gens qui connaissent déjà le SEO, le dropshipping, le copywriting, l'affiliation, etc., ce sont des sous-groupes de cet ensemble-là. Donc, parce qu'on sait bien qu'on ne fait pas du SEO juste pour la beauté de faire du SEO ou du dropshipping juste pour la beauté de faire du dropshipping. On espère un revenu derrière. Donc, ce sont bien des gens qui font partie de cette audience-là. Sauf que le problème, c'est que la grosse majorité des gens dans l'audience de ceux qui sont intéressés par le fait de faire un revenu en ligne ne connaissent pas ni le SEO, ni le dropshipping, ni quoi que ce soit. Donc en fait, si on était reparti sur les sous-ensembles de cette audience-là, à savoir le sous-ensemble des gens qui connaissent le SEO et le dropshipping, derrière, on serait arrivé tout simplement sur une audience qui est beaucoup trop petite, et donc on aurait atteint l'ad fatigue beaucoup trop rapidement, et on n'aurait pas pu faire tourner le webinaire comme ça pendant plus de 2 ans en restant rentable, parce que le renouvellement de l'audience aurait été beaucoup trop lent, et très vite, l'ad fatigue aurait été atteinte, les coûts par lead auraient complètement explosé, et voilà. Et nous, on a décidé que, quitte à faire ce travail d'argumentation, de structuration d'un webinaire, de mise en place d'un funnel, etc., on voulait repartir sur la plus grosse audience, à savoir l'audience des gens qui sont juste intéressés par le fait de faire un revenu en ligne, mais qui ne connaissent pas forcément grand-chose ni au business, ni à Internet, ni à tout ce domaine-là, parce que, tout simplement, si on arrive à être rentable sur cette audience-là, derrière, on a un beaucoup plus gros potentiel. Donc c'est pour ça qu'on est reparti sur de l'awareness 0. Et c'est pour ça qu'on a pu faire un webinaire qui tournait, qui a fait plus d'1 million d'euros de bénéfices, etc. Si on était parti sur une sous-audience de sous-audience, le truc aurait tourné 2 mois et après, ça aurait pu être rentable parce qu'on aurait complètement essoré l'audience. Voilà. Donc la taille de l'audience, en fonction de votre objectif, la taille de l'audience est très importante. Il faut voir la taille de l'audience avant de se lancer. On va passer à la partie proposition de valeur qui, en l'occurrence, est aussi le titre du webinaire. C'est la même chose que sur un argumentaire de vente comme une page de vente ou une vidéo de vente ou quoi que ce soit. En l'occurrence, sur la proposition de valeur, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête, surtout quand vous faites des publicités vidéo, c'est-à-dire que vous allez déjà pouvoir distiller une grosse partie de votre argumentaire et de votre pitch dans la vidéo. Donc dans la publicité. Donc vous n'avez pas besoin forcément de trop vous creuser la tête pour aller chercher une proposition de valeur absolument extrêmement originale, etc. Là, tout simplement, ce qu'on va regarder, c'est qu'une proposition de valeur, elle contient des indicateurs, c'est-à-dire des groupes de mots qui indiquent certains résultats qu'on puisse attendre ou certaines caractéristiques de la méthode que vous allez mettre en avant. Donc il y a plusieurs indicateurs, vous avez les indicateurs de résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux attendre de la méthode que tu vas me présenter, des indicateurs de statut initial, des indicateurs de durée, des indicateurs de crédibilité, preuve sociale, autorité, etc. Pourquoi est-ce que vous êtes légitime de proposer ce que vous proposez, des indicateurs de lieu, où est-ce que vous allez la faire, par exemple, je sais pas, programme de musculation à la maison ou tout ça. Vous avez énormément d'indicateurs, des indicateurs de caractéristiques qui parlent de la méthode en soi, etc. Donc, en l'occurrence, si vous galérez sur la proposition de valeur, en fait, c'est très simple. Vous repartez de ces indicateurs et après, vous les liez, vous choisissez ceux qui sont les plus pertinents et vous les liez entre eux. Et une proposition de valeur, c'est juste ça, en fait. C'est une accumulation d'indicateurs qui sont liés entre eux par une phrase cohérente. Si vous voulez, c'est une liste d'indicateurs liés entre eux par une phrase cohérente. Il y a 3 indicateurs qui sont obligatoires dans ce cas-là, qu'il faut absolument remettre. C'est l'indicateur de résultat, l'indicateur de durée et l'indicateur de statut initial. Résultat, c'est tout simplement
qu'est-ce que je peux obtenir en suivant ta méthode. L'indicateur de durée, c'est combien de temps ça va me prendre pour avoir les résultats escomptés, parce que si jamais je peux les avoir en quelques semaines ou quelques mois, ça peut m'intéresser, mais si ça va prendre des années, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Et bien sûr, extrêmement important, l'indicateur de statut initial, à savoir de quoi est-ce que j'ai besoin, quels sont les prérequis dont j'ai besoin pour pouvoir suivre ta méthode. Est-ce que j'ai besoin d'avoir certaines compétences? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des qualifications? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'expérience préalable? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un certain matériel peut-être? Voilà, donc tout ça, ce sont les indicateurs qui sont quasiment toujours obligatoires et qu'il faut absolument mettre dans votre proposition de valeur. Voilà. Donc en l'occurrence, là, vous avez d'autres indicateurs hein, qui sont pas obligatoires. Par exemple, l'indicateur de crédibilité, à savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà suivi votre méthode? Est-ce que vous-même, vous avez des indicateurs, peut-être des preuves d'autorité qui montrent que vous êtes légitime? Ça, c'est pas obligatoire, ça veut pas dire que c'est pas important, ça veut pas dire qu'il faut pas les mettre si vous en avez, mais on va dire que dans la proposition de valeur, c'est pas obligatoire. Et là, en l'occurrence, vous voyez, bon, bah, très simple. Les résultats qu'on peut espérer avec la méthode de Romain, c'est donc de pouvoir faire une boutique en dropshipping SEO qui part en partant de zéro et donc qui va jusqu'à 10 000 € par mois en 4 mois, donc 120 jours. Ça, c'est l'indicateur de durée. Et l'indicateur de statut initial, dans notre cas, c'est en partant de zéro. Donc voilà, vous avez votre proposition de valeur, très très simple. Comment générer 5 000 à 10 000 € par mois, tous les mois, en 120 jours chrono et en partant de zéro. Vous voyez que là, le titre, il est très très classique, hein. Il n'y a rien d'original, c'est un titre de copywriting comme on a déjà vu des centaines, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas là-dessus qu'on a besoin de faire la différence, puisque de toute façon, on a aussi l'argumentaire dans la pub, et après, c'est le webinaire qui va faire la différence, de toute façon. Et les gens reçoivent des emails, etc. Donc voilà. Et en plus, quand quelque chose marche, des fois, ça sert à rien de jouer à réinventer la roue absolument. Là, ça, c'est une proposition qui est efficace, qui marche bien. Vous voyez qu'on a juste tempéré un petit peu, parce que le challenge, c'est de faire 10 000 € par mois, mais donc on a dit de 5 000 à 10 000, parce que c'est plus cohérent en fait avec les résultats que la plupart des gens vont obtenir. On a doublé le tous les mois, vous voyez que ça, c'est important. On est à 5 000 à 10 000 € par mois tous les mois. Ça, c'est pour insister sur le côté de la stabilité, c'est-à-dire que vous allez faire la méthode et ensuite ça va tourner, parce que les gens, en général, c'est ça qui les intéresse énormément, c'est ça qui est très séduisant dans les promesses aussi, c'est ce côté de, voilà, on construit quelque chose et ensuite ça continue de tourner. Il y a ce côté-là de stabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour la plupart des gens. Et ensuite, vous avez donc l'indicateur de durée, 120 jours chrono, et en partant de zéro, statut initial. Et là, vous voyez, quand je vous dis que c'est une accumulation, une liste d'indicateurs liés entre eux pour former une phrase cohérente, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a 3 mots qui ne font pas partie des indicateurs. C'est tout. On a comment, en et. C'est littéralement tout. Donc voilà, en fait, là, en l'occurrence, très très simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, et en plus ça ne sert à rien de passer 8 ans à essayer de trouver la meilleure proposition de valeur, la mieux écrite avec le meilleur enchaînement de mots, etc., de trouver la formulation parfaite, parce que de toute façon, en pratique, vous n'allez pas pouvoir garder la même proposition de valeur exactement telle qu'elle à travers toutes les étapes du funnel. Déjà pour des raisons de censure, parce que évidemment vous ne pouvez pas dire la même chose dans la publicité que sur la landing page, que dans le webinaire. Dans le webinaire, vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez, personne ne va aller vérifier la censure là-dedans. Dans la publicité, vous êtes à peu près libre, il ne faut pas abuser non plus sur les promesses, etc. Il ne faut pas faire des claims qui sont complètement hallucinants. Mais ça va, vous avez quand même assez de liberté parce que les régies publicitaires vont avoir du mal à aller regarder le contenu de la publicité. Par contre, sur la landing page, vous avez très très peu de liberté. Sur la landing page, il faut faire vraiment très très attention. Donc, bien sûr, vous allez devoir adoucir votre promesse ou votre proposition de valeur sur la landing page. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que des fois, tout simplement, pour des raisons purement techniques, vous allez être limité à un certain nombre de caractères à certains endroits, des fois à 90, voire même 70 caractères en fonction des plateformes que vous utilisez. Et la troisième raison, c'est que si vous faites des A/B tests, donc vous voulez tester un petit peu des trucs, ben vous allez forcément changer un petit peu les titres, changer un petit peu pour voir quelle accroche fonctionne le mieux. Et donc, bah forcément, vous ne pouvez pas garder une cohérence totale à travers toutes les étapes du funnel. Donc, ce qui est important, c'est pas la formulation mot pour mot, c'est les indicateurs que vous utilisez. Les indicateurs doivent rester sensiblement les mêmes, même si la formulation exacte est susceptible de changer. C'est sûr que dans un monde de copywriting parfait, dans l'abstraction parfaite du monde idéal de copywriter, vous pourriez garder le même titre partout, mais il y a un moment, il faut aussi être capable de composer avec les éléments du réel, et en pratique, on ne peut pas garder la même promesse, la même proposition de valeur absolument tout le temps. Donc
c'est pas très grave. Vous voyez que c'est pas ce qui nous empêche d'avoir des funnels qui convertissent très très bien, et c'est pas un problème. Voilà. Donc ça, c'est le titre du webinaire, et c'est la manière dont il est amené dans la publicité, même si dans la publicité, après, vu que c'est à l'oral, c'est pareil, vous pouvez vous permettre des phrases plus longues, avec plus de fioritures, plus d'ornements en fait à l'oral qu'à l'écrit, évidemment. Donc à l'oral, vous pouvez dire découvrez la méthode qu'ont déjà suivi 2200 de mes élèves pour générer un revenu, blablabla. Ça fait beaucoup trop long à l'écrit, donc vous pouvez le dire à l'oral, mais à l'écrit, pareil, il faut raccourcir. Et donc ça, c'est pour à l'intérieur de la publicité et le titre du webinaire. Maintenant, sur la landing page, le titre, c'était celui-ci, parce que je vous ai dit, il faut faire très attention sur la landing page, la censure est énorme. Donc là, vous voyez qu'on a sabré un petit peu l'indicateur de résultat, on n'a pas chiffré, donc on l'a réduit en fait. On est passé de comment générer 5 000 à 10 000 euros par mois à comment générer un revenu mensuel stable, parce que ça, vous êtes encore une fois obligé de composer avec les éléments des moteurs de recherche, enfin des régies publicitaires. Et là, en l'occurrence, c'est pas possible de chiffrer, c'est trop dangereux, et croyez-moi, c'est vraiment un risque que vous ne voulez pas prendre. Ça, chiffrer les résultats, c'est toujours très mal vu sur les landing pages, et le problème, c'est que là, ce serait prendre trop de risques. Il vaut mieux réduire un petit peu votre promesse, quitte à peut-être augmenter un peu le coût par lead, 2, 3, 4, 5%, plutôt que de prendre le risque d'avoir votre pub, ou même pire, votre compte qui saute. Parce que ça, c'est vraiment un coup à ce que si vous laissez une promesse comme ça, en fait, dans le meilleur des cas, vos pubs vont tourner pendant 2 semaines, et ensuite les pubs vont sauter. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, si votre compte n'a pas encore beaucoup d'ancienneté et de crédibilité aux yeux de Google, c'est un coup à ce que vraiment, en fait, le compte complet saute. Et alors là, après, vous vous embarquez dans un enfer, vous allez devoir essayer de réouvrir un compte avec des informations d'entreprise différentes, vous allez devoir utiliser un IP différent pour pas que la régie crame qu'en fait c'est vous qui essayez d'ouvrir un truc. Ça va être un bordel, et tous ceux qui ont été dans cette situation voient de quoi je veux parler. Là, c'est vraiment, croyez-moi, vous ne voulez pas être dans cette situation, donc franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. On simplifie et on adoucit vraiment la promesse sur la landing page. Donc là, vous voyez que la promesse, elle est passée de celle d'avant à comment générer un revenu mensuel stable en partant de 0 en seulement 120 jours et sans aucune compétence préalable. Là, vous voyez qu'on a remis la notion de stabilité ici, même s'il n'y a plus d'indicateur de résultats chiffrés, mais on est toujours sur revenu mensuel stable, parce qu'encore une fois, c'est ce que recherchent la plupart des gens. La plupart des gens ne veulent pas rouler en Lamborghini à Dubaï, etc. La plupart des gens, ils veulent juste vivre confortablement et avoir une sorte de sécurité. Donc revenu mensuel stable, c'est quelque chose de très impactant pour les gens. Et ensuite, vous voyez que du coup, vu qu'on a réduit la promesse de résultat, en fait, on a doublé la promesse de statut initial. Pardon, l'indicateur de statut initial. Donc vous voyez que là, on est passé de en partant de 0, donc ça c'était ce qu'il y avait avant aussi, mais là on l'a doublé. En dessous, il y a sans aucune compétence préalable. Donc on vient vraiment appuyer sur le fait que, voilà, vraiment, on part de 0, ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de rien, etc. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que le nombre de ventes qui échouent, non pas parce que le prospect n'a pas confiance en vous, mais parce qu'il n'a pas confiance en lui, il est absolument énorme. Et très souvent, vous allez avoir un truc où le prospect va se dire « Oui, j'ai tout à fait confiance en toi, je suis sûr que ta méthode, elle marche, mais moi, c'est différent parce que je ne suis pas assez ceci, ou je ne suis pas assez cela, ou je suis trop ceci, ou je suis trop cela, ou j'ai pas de chance, ou je ne sais quoi. » Donc voilà, le manque de confiance en soi de la part du prospect, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller attaquer en fait. C'est quelque chose c'est une objection qu'il faut lever, et donc c'est important d'insister sur ce côté statut initial, et c'est quelque chose tout au long de votre argumentaire de vente qu'il faut penser à aller vraiment appuyer, à vraiment rassurer le prospect, à lui montrer, regarde, c'est étape par étape, c'est mécanique, ça peut pas échouer, il n'y a pas de hasard, si tu continues, tu vas réussir, etc. Ce truc-là, c'est quelque chose de très important. Et vous voyez qu'on a aussi une sub-headline sur la landing page. Donc sub-headline, vous pouvez la mettre aussi en pre-headline, donc c'est-à-dire en haut ou en bas. Moi j'aime bien le mettre en sub-headline parce qu'en pre-headline, en général, je mets les informations du webinaire, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va tourner, à quelle heure, quel jour, etc. Voilà, mais en pratique, ça ne change absolument rien. Donc vous pouvez mettre le truc en pre-headline si vous préférez, c'est comme vous préférez. Donc là, on voit que sur la sub-headline, on a mis un indicateur de crédibilité, qui est un indicateur évidemment de preuve sociale. Et on a aussi le côté la méthode étape par étape. Donc ça, cette partie-là, on a envie de se dire que ce côté méthode étape par étape, on a envie de se dire que c'est un indicateur de caractéristiques, c'est-à-dire quelque chose qui décrit la méthode en soi, qui décrit une caractéristique de la méthode. Mais en l'occurrence, ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle le côté méthode étape par étape a été suggéré ici.
En l'occurrence, le vrai but de ce côté étape par étape, c'est de venir, encore une fois, renforcer ce côté statut initial où ne vous inquiétez pas, en fait, vous allez être guidé, voilà, vous allez vraiment être pris étape par étape, ça va être montré clic par clic, ne vous inquiétez pas, vous avez besoin d'aucune compétence ou connaissance préalable. C'est vraiment, encore une fois, pour renforcer ce côté statut initial de 0 et voilà. Petite parenthèse rapide, sur le 2200 personnes, il n'y a pas besoin, là en l'occurrence, de mettre un truc du style personne normale ou français comme vous et moi ou je ne sais quoi. Ça vient alourdir beaucoup trop la phrase et en l'occurrence, on a déjà assez répété que c'est quelque chose qui s'adresse à des gens qui partent de 0. Donc là, c'est pas la peine, parce qu'en plus, il y avait tout l'argumentaire de la publicité avant. Donc là, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de réinsister là-dessus. Ça suffit comme ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, après, si vous avez des éléments de crédibilité, etc., vous pouvez les mettre. Par exemple, Romain avait eu un passage sur M6, donc c'est quelque chose qu'on mentionnait aussi sur la landing page. Donc là, vous pouvez mettre après, en dessous du bouton d'inscription, vous pouvez mettre un petit peu les éléments de crédibilité. Ça, c'est jamais perdu, c'est toujours bien de les indiquer. Mais après, en soi, c'est tout. Sur la landing page, vous n'avez pas besoin de faire des paragraphes, etc. Vous avez un titre, un truc, un bouton pour s'inscrire, peut-être 2 ou 3 éléments de crédibilité, et c'est tout. Voilà. Et encore une fois, voilà, vous voyez que la proposition de valeur, ne passez pas 8 heures dessus pour les raisons qu'on a évoquées. Une fois que vous avez votre truc, c'est bon, vous êtes bon pour démarrer. Donc, ensuite, on peut passer à la partie structuration de l'argumentaire, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour aller présenter la méthode en question, etc., et faire un argumentaire le plus persuasif possible qui va nous permettre de vraiment hyper les gens pour ensuite qu'il y ait le maximum possible de gens qui veuillent rejoindre la formation. Donc, en l'occurrence, déjà, il y a un truc qui est important à considérer, qui est une erreur que trop de gens font, particulièrement en webinaire, mais c'est vrai pour tous les types d'argumentaires. En l'occurrence, puisqu'un webinaire, ça se présente sous forme de slide, on a un peu envie, intuitivement, de faire une sorte de présentation PowerPoint. Et c'est ce que la plupart des gens font. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde leur webinaire, c'est une présentation PowerPoint. On dirait un truc scolaire, qui est en fait insupportable à regarder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trame, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'enchaînement logique, tout est très mal fait, c'est-à-dire qu'on passe du point A au point B, on ne comprend pas trop pourquoi, etc. Ça, c'est terrible, c'est le pire truc que vous pouvez faire. C'est très très mauvais. Donc un bon webinaire, il faut comprendre que ce n'est pas une présentation, c'est une démonstration. Ça, c'est très très important à comprendre, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du point A au point B juste parce que voilà, il faut passer à la suite. On enchaîne les points les uns à la suite des autres de manière très logique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut vraiment repartir du pourquoi, on veut faire comprendre le pourquoi du comment au prospect et l'amener à se poser la question ensuite se poser une question logique derrière qui va être la deuxième partie. Donc vous allez comprendre, mais on passe toujours de A à B à C de manière logique. De manière logique ne veut pas dire qu'on va faire que de la logique. On sait bien que la vente est émotionnelle, le processus de vente est complètement émotionnel, il est déclenché par les émotions. Mais la logique va être au service des émotions. C'est que souvent, la personne va rationaliser sa décision ensuite, et il faut que vous puissiez donner les clés logiques de compréhension à votre prospect pour qu'une fois qu'il a pris sa décision, il soit capable, entre guillemets, de la justifier, de se la justifier à lui-même, mais aussi peut-être de la justifier à ses proches. Il faut que le lendemain, s'ils disent qu'il a acheté une formation pour apprendre à monter une boutique, etc., il faut qu'il soit capable d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est une super opportunité? Pourquoi est-ce qu'il a bien fait de faire ça? Voilà, si c'est juste basé sur les émotions et qu'il n'y a aucune logique derrière, ça va être quand même compliqué. Donc voilà, on va essayer de faire une espèce de démonstration comme ça, logico-émotionnelle, dans laquelle on va amener chaque élément à suivre le précédent de manière extrêmement logique et fluide. C'est ça le but du webinaire. On va vraiment reprendre le cheminement de pensée de la tête du prospect et organiser tout l'argumentaire de manière extrêmement logique pour que tout s'enchaîne de manière naturelle. Voilà. Et le but, c'est d'être clair. C'est que si vous arrivez à faire quelque chose où on comprend le pourquoi du comment, on comprend déjà la situation initiale, c'est-à-dire qu'on comprend l'opportunité, on comprend pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça, et qu'ensuite on comprend pourquoi on arrive à la partie 2, parce que ça répond à ce qu'on a commencé dans la partie 1, etc. Derrière, vous allez avoir quelque chose de très clair et de très engageant. Et pensez vraiment clarté avant de penser technique de copywriting. Avant de chercher à être persuasif, cherchez à être clair. Parce que si jamais vous n'êtes pas clair, en fait, vous ne pourrez pas être convaincant. C'est pas possible. Si on ne comprend pas de quoi vous parlez, ça sert à rien d'avoir toutes les meilleures techniques de copywriting, les meilleures techniques de marketing agressif, de psychologie, de ce que vous voulez, de manipulation, et j'en passe. Ça ne sert à rien si on ne comprend pas là où vous voulez en venir. Donc voilà. Et ça, c'est tout l'art de la pédagogie, d'être capable de réussir à faire transmettre un concept, à faire passer un concept dans la tête du prospect pour qu'il comprenne bien de quoi on parle et qu'il comprenne pourquoi il est là. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça?
Ce qui n'est pas le cas quand vous faites une présentation. Si vous présentez juste, alors regardez, en fait c'est ça, et on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça, on ne comprend pas logiquement pourquoi vous parlez du point A et pourquoi on passe au point B, etc. Et ça, le problème, c'est que très souvent, ça c'est le cas, et honnêtement, ça tue absolument le potentiel persuasif de votre argumentaire. Donc vraiment, pensez clarté avant de penser technique de copywriting. Donc, en fait, essayez de voir ça comme dans la tête de votre prospect. Imaginez un petit peu une espèce de jauge, là, de barre de jeux vidéo qui se remplit au fur et à mesure que la personne ne comprend pas de quoi on parle. Et en fait, quand il arrive dans le rouge, c'est le moment où il se barre. C'est le moment où il se dit, bon allez, c'est bon, je comprends plus rien, je m'en vais. Donc pensez à cette espèce de jauge d'incompréhension ou jauge de confusion qu'on essaye de maintenir au minimum. Parce que les gens ont une tolérance vis-à-vis de ce qu'ils ne comprennent pas, ils ont une tolérance à l'inconnu proche de 0. Donc c'est votre travail de faire en sorte qu'ils comprennent tout ce que vous êtes en train de dire, même s'il peut s'agir de concepts qu'ils ne connaissent pas, ce qui va être le cas ici, puisqu'on est sur de l'awareness 0. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est une slide, par exemple, qu'on avait mis au début du webinaire, dans laquelle, vous voyez qu'on met une slide comme ça qui est très importante, où on dit, on va considérer ce soir que tout le monde part de 0, et que les seules choses que vous savez faire sur un ordinateur sont consulter votre compte Facebook si vous en avez un, ou vos emails, ouvrir une page internet, et faire une recherche sur Google. Ça, c'est les 3 trucs. C'est les seuls 3 trucs dont les gens ont besoin. Et cette slide est très importante parce que ça va les rassurer sur le fait que, ok, d'accord. Et s'ils sont là, évidemment, c'est qu'ils savent faire ces 3 trucs. Sinon, ils ne pourraient pas être au webinaire. Donc, en l'occurrence, ils savent faire ça. Et on dit, ne vous inquiétez pas, toute la conférence a été organisée de manière à ce que les seules connaissances préalables dont vous ayez besoin sont celles-là. Tout le reste va être introduit, va être expliqué, va être démontré, va être montré, etc. Ne vous inquiétez pas, on va vous prendre par la main, etc. Et cette slide-là, elle est très importante pour le prospect et elle est très importante pour vous aussi parce que ça vous force à raisonner en repartant de 0 et à se dire, ok, si vraiment ça, ce sont les seules choses que savent faire mon prospect, tout le reste doit être introduit de la manière la plus efficace possible. Voilà. Donc, concernant la manière d'introduire le concept, il va falloir se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va attaquer le problème, c'est-à-dire comment on va attaquer le sujet. Vous savez bien qu'un même sujet, selon la manière, selon l'angle d'approche par lequel il est attaqué, on ne va pas le comprendre pareil du tout. Encore une fois, c'est qu'on a tous déjà fait cette expérience d'avoir 2 profs qui vous présentent, je ne sais pas, le même concept, et il y a un prof avec lequel vous comprenez rien, vous êtes là, on panne rien de pourquoi il est en train de nous expliquer ça, à quoi ça sert, pourquoi il me parle de ça, pourquoi il me présente ça et tout. On essaie de s'accrocher parce qu'il faut s'accrocher mais on comprend rien. Et il y a une autre personne qui va nous expliquer exactement le même concept. Et juste, il va prendre un angle peut-être un peu différent, il va choisir les mots justes, la manière un petit peu imagée de nous le présenter, etc. Et là, ça va cliquer dans notre esprit et on va être là en mode « Ah ouais, ok, là je comprends. Là je comprends pourquoi tu me parles de ça. » Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'un concept a toujours 1000 manières d'être présenté. On peut toujours présenter un concept de plein de manières différentes et il va falloir trouver la manière qui permet de faire comprendre le concept de la manière la plus efficace possible. Donc là, en l'occurrence, la grande question à se poser, c'est la méthode dont on parle. Est-ce que c'est une méthode d'e-commerce, c'est-à-dire une méthode qui se base sur du e-commerce et qui ensuite va utiliser le SEO pour obtenir du trafic, ou est-ce que c'est une méthode de SEO, donc qui se base sur le SEO, qui est une compétence extrêmement lucrative, etc., qui permet de ramener du trafic, et qui se monétise en utilisant l'e-commerce. Et ça, c'est une question qui est fondamentalement importante, parce que, en fait, dans la réalité objective, dans la réalité factuelle objective, c'est pas une question qui a beaucoup de sens, parce que la formation vous apprend aussi bien l'e-commerce que le SEO, aussi bien les SEO que l'e-commerce, et ensuite, après avoir suivi la formation, vous pouvez décider de faire de l'e-commerce sans faire de SEO, ou de faire du SEO sur autre chose que de l'e-commerce. Donc ça, c'est pas un problème. Mais dans la manière dont vous allez décider d'introduire le concept, dans la tête du prospect, ça ne va pas du tout être perçu de la même manière. Et ce qui compte, c'est pas la réalité objective factuelle, c'est la réalité perçue par votre prospect. Donc il est important de se poser cette question-là. Quel est l'angle d'approche le plus efficace ? Est-ce qu'on repart du e-commerce qui utilise le SEO comme une manière d'acquérir du trafic, ou est-ce qu'on repart du SEO, qui est une compétence en soi extrêmement lucrative, etc., et qui ensuite va se monétiser avec du e-commerce ? On aurait pu utiliser un blog ou un site comparatif de conseil ou je ne sais quoi, et là on va utiliser du e-commerce pour monétiser le trafic. Donc voilà, et peu importe comment on décide d'aborder le problème, en fait on va se retrouver dans une situation où de toute façon on est dans une sorte de paradoxe d'interdépendance où chaque concept va induire des objections dans la tête du prospect qui vont être levées par le deuxième concept. Donc en fait, quel que soit le concept par lequel vous commencez, vous allez vous retrouver face à des objections dans la tête du prospect. C'est-à-dire que si vous commencez par l'e-commerce, évidemment,
vous allez avoir les objections du style je sais pas faire de site, je sais pas faire de boutique, etc. J'ai pas de produit à vendre, même si je savais quel produit vendre, j'ai pas d'argent pour faire de stock, etc. Toutes ces objections-là classiques de l'e-commerce. Donc ça, vous pouvez les lever. Mais après, l'objection de savoir comment je vais acquérir les clients, ça viendra avec le SEO. Et si vous commencez par le SEO, le problème c'est que c'est quelque chose d'un peu technique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de peut-être un peu flou pour beaucoup de gens, cette histoire d'avoir un site, de le faire ranker, etc. Et en même temps, il y a toujours cette objection que j'ai pas de site, et après, comment je vais monétiser le truc? Et la réponse, c'est le e-commerce. Donc voilà, il faut essayer de prendre l'angle qui va faire le plus de sens dans la tête du prospect. Et là, intuitivement, on a un petit peu envie de repartir du côté e-commerce. Et parce que intuitivement, on se dit que l'e-commerce, c'est quand même peut-être plus facile à expliquer que le SEO. Donc, intuitivement, on a envie de repartir du e-commerce. Et vous remarquerez, juste petit point sémantique, que là, on a switché et on parle de e-commerce, non plus de dropshipping, pour des raisons évidentes. C'est que le mot dropshipping est connoté beaucoup trop négativement. C'est-à-dire que même les gens qui ne connaissent pas le monde du business en ligne, etc., il y en a beaucoup qui ont vu des reportages, il y a eu tellement de débordements avec le dropshipping, des gens qui faisaient ça n'importe comment, qui faisaient des arnaques, qui n'envoyaient pas les produits, etc., que le mot dropshipping est connoté extrêmement négativement. Donc bien sûr, il n'est pas question d'utiliser le mot dropshipping et on va repartir du mot e-commerce, qui est un mot qui est connoté beaucoup plus neutre, en fait. Donc voilà, on va parler de e-commerce. Donc, quand on ne sait pas trop comment faire, comme ça, qu'on est dans une espèce de dépendance entre deux concepts, où c'est assez compliqué de savoir par lequel on va commencer, etc., ce qu'on peut faire déjà, c'est décomposer les concepts en parties plus fondamentales pour essayer de repartir vraiment de l'opportunité, c'est-à-dire repartir du pourquoi. Du pourquoi est-ce qu'on va faire ça de base? Quelle est l'opportunité? Donc on décompose les concepts et on peut décomposer le SEO en deux grandes parties qui sont d'un côté le choix de la niche et de l'autre la partie ranking, donc la partie SEO appliquée un peu technique, donc le SEO on-site, off-site, maillage interne, backlinks, etc., qui sont évidemment des concepts beaucoup trop compliqués pour être introduits tels quels, c'est-à-dire qu'il va falloir de toute façon parler un petit peu du SEO parce que c'est au cœur de la méthode, mais il va falloir réussir à l'expliquer de manière concise, il va falloir réussir à le survoler, parce que si on rentre dans les détails, c'est mort, c'est beaucoup trop technique, et ça, ce sera le but de la formation. La formation fait 60 heures, derrière, voilà, c'est suffisamment bien expliqué, suffisamment bien détaillé, il y a tout qui est expliqué, etc. Évidemment, en 1 heure, 1 heure et demie de conférence, on ne peut pas détailler tout le principe du SEO, donc il va falloir survoler. Et le e-commerce, pareil, on peut le séparer en deux parties, qui sont la création de la boutique et ensuite tout ce qui s'occupe des produits, c'est-à-dire trouver les fournisseurs, importer les produits sur la boutique, le côté logistique, donc la livraison des produits, etc. Si on regarde ces concepts, on voit très bien que l'opportunité, elle est du côté du SEO. C'est au niveau du choix de la niche qu'elle se trouve l'opportunité. Le pourquoi est-ce que toute cette méthode existe, elle est au niveau du choix de la niche, au niveau du fait qu'il existe des niches sur lesquelles il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de compétition, sur lesquelles on va pouvoir se positionner pour dégager un revenu. Donc c'est avec ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par ça. Et ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va couper la poire en deux, parce que la partie ranking du site, encore une fois, expliquer le ranking du site à des gens qui n'ont pas de site, qui ne savent pas en créer un, etc., même si vous leur dites, ne vous inquiétez pas, créer un site, c'est très facile, je vais vous montrer, quelques clics. Ouais, mais en fait, faire ranker un site, quand on ne sait pas pourquoi on fait un site, c'est beaucoup trop flou. C'est-à-dire que même en supposant qu'ils aient un site, ils ne voient pas ce qu'ils feraient avec ce site-là. Donc le faire ranker, c'est pas très intéressant, c'est pas très intuitif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de l'opportunité, à savoir le choix de la niche. Ça va être le premier point. Ensuite, on va introduire le e-commerce qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on va créer un site, qu'est-ce qu'on va faire sur ce site. Là, en l'occurrence, ce sera une boutique e-commerce. Et ensuite, enfin et seulement, on va voir, une fois qu'on a une niche, qu'on s'est positionné dessus avec une boutique, là, on va aller faire ranker cette boutique pour avoir des gens qui viennent, qui achètent nos produits et qui nous donnent du coup des revenus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Premièrement, choix de la niche. Deuxième, troisième, on va voir le e-commerce en deuxième. Et ensuite, en dernier, le côté SEO appliqué ranking pour faire ranker la boutique. Une fois qu'on a ça, il va falloir voir, ok, comment est-ce qu'on commence par introduire le choix de la niche. Donc encore une fois, pensez toujours repartir de l'opportunité et surtout repartir de ce que les gens connaissent. À savoir que la niche, le concept de niche SEO, c'est pas quelque chose que les gens connaissent. Donc il va falloir trouver un moyen d'introduire ça de manière native pour les gens, en repartant de ce qu'ils connaissent. Il va falloir essayer de vraiment, au lieu de définir ce que c'est qu'une niche, ça ce serait l'erreur à ne pas faire, ce serait de dire, alors, une niche, c'est ça. Là, vous faites monter la jauge de confusion de malade, parce que quand vous introduisez un nouveau concept et que vous le définissez, c'est extrêmement compliqué de comprendre de ce dont vous êtes en train de parler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on repart de ce qu'ils connaissent. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti d'Internet en tant que place de marché.
en repartant d'un truisme, d'une évidence, de quelque chose que tout le monde connaît, à savoir, voilà, sur Internet, il y a des millions d'achats qui sont effectués en ligne chaque mois. On aurait pu aller récupérer les chiffres exacts, mais en l'occurrence, c'était pas très intéressant, c'était pas le but de la démarche, vu que c'est une évidence. En fait, que ce soit 50 millions ou 200 millions ou quoi que ce soit, en fait, on s'en fout. L'idée, c'est juste de dire que voilà, il y a tellement de transactions qu'on va pouvoir prendre une petite part du gâteau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout simplement un extrait, l'extrait qui parle de ça, donc l'introduction de cette partie-là, parce qu'elle est importante, c'est le début de l'introduction de la méthode. Donc, je vais tout simplement vous commenter l'extrait concret du webinaire en question. Voilà. Alors, du coup, je vais vous lancer ça. Et attendez, je vais juste bouger la caméra parce que là, voilà. Donc ça, c'était le webinaire qui a tourné, du coup, qui a été tourné il y a plus de 2 ans et qui a tourné là jusqu'à récemment. Bon, je vous lance ça, je vais juste le mettre en 1,5 peut-être. Voilà, et on va commenter ça. Et vous allez voir la manière dont on a introduit les concepts. Et ensuite, je vous montrerai concrètement comment vous pouvez utiliser cette méthode à votre avantage et tirer des revenus de tout ça. Alors, on va partir du début, du commencement. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que tous les mois, il y a des millions d'achats qui sont effectués en ligne sur Internet. Et encore des millions, on a été sympa. En réalité, c'est plutôt des dizaines, voire des centaines de millions d'achats qui sont réalisés dans absolument toutes les thématiques, toutes sortes de produits qui s'échangent en ligne, etc. C'est la plus grosse place de marché au monde. C'est un endroit centralisé sur lequel tout le monde échange des biens, etc. Il y a des milliards de transactions qui sont effectuées dans tous les sens, etc. Et nous, ce qu'on va faire, et ça s'est accentué d'ailleurs depuis le Covid, c'est-à-dire que depuis 2020, avant 2020, il y avait encore des gens qui étaient un petit peu réticents, qui voulaient pas trop acheter en ligne, qui avaient peur de mettre leur code de carte bleue sur Internet. Mais aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Il y a eu un énorme boom du commerce en ligne et quasiment tout le monde achète en ligne. Vraiment, vous avez un nombre de transactions qui est absolument phénoménal. Et nous, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va venir capter une petite part de ces transactions et on va se placer comme un intermédiaire, si vous voulez. En quelque sorte, on va être l'intermédiaire entre des gens qui recherchent un produit et des fournisseurs qui ont ce produit. Donc le gros avantage, c'est qu'on va pas avoir besoin de posséder les produits qu'on va vendre sur Internet. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est encore une fois être une sorte d'intermédiaire. Donc là, vous voyez ce qu'on vient de faire. Déjà, on vient de désamorcer l'objection de « Ah, j'ai pas de boutique, j'ai pas de produit à vendre, etc. » On a introduit en fait le concept du e-commerce de manière conceptuellement un petit peu différente, c'est-à-dire que traditionnellement, quand on parle de dropshipping, on va penser plutôt à de l'achat-revente. C'est-à-dire qu'on va être sur quelque chose où vous allez en fait acheter des produits au moment où vous recevez l'argent, etc. Donc vous allez acheter un produit uniquement au moment où on l'achète pour vous, etc. Vous achetez, vous revendez, etc. C'est de l'achat-revente inversé en fait. Mais là, conceptuellement, l'idée de présenter ça comme plutôt être un intermédiaire entre un fournisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un produit à vendre, et quelqu'un qui recherche ce produit-là, en fait, ça nous permet tout simplement de bypass pour l'instant, de passer au-delà de l'objection de « ouais, j'ai pas de boutique, j'ai pas de produit à vendre, etc. » Donc là, c'est quelque chose de très efficace, parce que de toute façon, on sera amené à l'introduire après, le e-commerce. Mais là, dans un premier temps, on a envie que les gens restent avec nous sur le moment présent, sur ce qu'on est en train de présenter. Parce que si les gens commencent à partir dans leur tête sur des objections de oui, mais moi, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, derrière, en fait, ils vont pas écouter votre argumentaire. Et en fait, le problème, c'est qu'au moment où vous allez répondre à leurs questions, en fait, vu qu'ils n'ont pas écouté ce qui était avant, c'est comme une chaîne qui est brisée. Derrière, c'est fini, ils ont décroché, la jauge de confusion est dans le rouge, c'est fini, ils sont partis. Donc là, l'idée, c'est que on introduit en disant voilà, vous allez être un intermédiaire, donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va être, c'est quelque chose qu'on va voir. Donc voilà, et le fait de se présenter comme un intermédiaire, c'est quelque chose de très efficace ici. Entre le fournisseur qui possède ses produits et le client qui souhaite acheter ses produits. Voilà. En gros, pour être simple, c'est à peu près ce qu'on va faire. Donc maintenant, il va falloir voir quel type de produit, sur quoi est-ce qu'on va se positionner. Parce que, comme on l'a dit, il y a des millions d'achats, il y a plein de produits qui sont échangés dans toutes les thématiques possibles et imaginables. C'est-à-dire que vous avez des produits, entre guillemets, grand public, il y a des produits qui sont connus, les produits auxquels vous pouvez penser. Maintenant, si vous pensez à des produits, vous penserez probablement à des produits un peu de la vie de tous les jours, comme des vêtements, des accessoires de cuisine, par exemple, des poêles, des casseroles, des couteaux, etc. Des accessoires, je sais pas, de literie, par exemple, des sommiers, des matelas, des couettes, ou des accessoires multimédia, comme par exemple, je sais pas, un téléphone, des ordinateurs, des télévisions, etc. Mais le problème de ces requêtes-là, qui sont évidentes, qui sont les requêtes des objets qu'on utilise, qu'on voit tous les jours, ces requêtes-là sont des requêtes qui concernent tout le monde, donc qui sont très recherchées, mais qui de fait amènent énormément de concurrence. Vous dites bien que sur tous les objets que j'ai cités, il y a déjà des très grosses entreprises qui sont sur ces créneaux-là et qui ont des prix extrêmement compétitifs et qui s'arrachent le marché. Par exemple, sur la literie, vous avez des magasins comme Ikea, etc. Machin. Sur les vêtements, vous avez Zalando, Zara, H&M et ainsi de suite. Pour le multimédia, vous avez la Fnac, Darty, tous ces gros magasins, Boulanger, tous ces gros magasins qui font des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par mois et qui se partagent le marché, qui ne laisse aucune place sur le marché. Donc on va pas essayer d'aller frontalement contre ces grosses boîtes, ces grosses entreprises, parce que on va se faire absolument dévorer, on va se faire manger tout cru. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller chercher des produits qui sont moins recherchés, c'est-à-dire qui sont pas suffisants. Là déjà on commence par
casser la première croyance qui est de dire, voilà, donc les produits auxquels vous pouvez penser de manière intuitive, ben on va pas aller là-dessus. Donc là, ça crée un élément de curiosité où on se dit, ah d'accord, du coup, sur quoi on va se positionner? Et il y a cette idée-là aussi qui est un petit peu rassurante de savoir, ah oui, ok, bon, on va pas aller sur des produits, voilà. Donc en fait, on introduit la notion de concurrence sans même avoir à vraiment définir la concurrence. C'est juste qu'on dit, voilà, vous voyez les grosses entreprises qui sont déjà en train de se partager le marché, etc. Nous, on va pas aller là-dessus. On va aller sur des thématiques beaucoup plus petites, etc. Suffisamment recherché pour intéresser les grandes entreprises. Encore une fois, les grandes entreprises je vous remets un peu avant. Pour produits qui sont moins recherchés, c'est-à-dire qui ne sont pas suffisamment recherchés pour intéresser les grandes entreprises, parce qu'encore une fois les grandes entreprises cherchent des produits qui peuvent leur apporter des millions et des millions par mois, mais nous on ne cherche pas à faire des millions par mois, on cherche à faire quelques milliers voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois, et on sera très satisfait avec ça. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va les positionner sur ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire vous avez tous les produits les plus recherchés, voilà avec le volume de recherche vous avez les produits les plus recherchés, et ensuite vous avez tous les produits qui sont moins recherchés à la traîne un petit peu, qui sont pas assez recherchés par les grandes entreprises pour que ça vaille le coup pour eux de les ajouter à leur catalogue, etc., de se positionner dessus, mais qui sont suffisamment recherchés pour que nous on puisse en tirer des bénéfices assez conséquents. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller identifier ces produits là et c'est ce qu'on va appeler une niche. Donc retenez ce mot là, une niche c'est tout simplement... Voilà, et là vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a introduit le concept de niche sans avoir à le définir d'abord. Et ça c'est quelque chose de très très important qu'il faut réussir à faire. Dès que vous avez un nouveau concept à introduire, il faut absolument être capable de l'introduire d'abord et ensuite de le nommer. Il faut le faire comprendre sans avoir à faire une espèce de définition formelle, etc. C'est comme ça que les gens comprennent intuitivement les concepts. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a introduit le concept de niche sans avoir à le nommer. C'est-à-dire qu'on a parlé de thématiques de produits. On a dit, voilà, on va pas aller sur les thématiques grand public parce que les grandes entreprises sont déjà dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur des catégories, des thématiques de produits qui sont un petit peu moins recherchées, etc., qui n'intéressent pas les grandes entreprises, mais sur lesquelles on peut quand même faire un revenu. Et ces thématiques de produits, c'est ce qu'on appelle une niche. Et voilà, et là, c'est bon. On a défini ce que c'est qu'une niche. Et après, on va leur montrer ce que c'est qu'une niche. C'est tout simplement un ensemble de produits d'un même thème. Et je vais vous donner des exemples dans un instant. C'est un ensemble de produits sur un thème qui ont un thème en commun et qui est pas assez recherché pour intéresser les grandes entreprises, mais suffisamment recherché pour que nous, on puisse trouver des clients et donc faire des ventes et donc générer des bénéfices dessus. En gros, c'est ça. Donc nous, on va aller identifier ce qu'on appelle des niches. Alors pour trouver des niches, il va pas falloir qu'on regarde sur les objets du quotidien, les objets les plus évidents, il va falloir qu'on se tourne vers des objets qui paraissent peut-être un petit peu loufoques au premier abord, des objets auxquels on n'aurait pas pensé de base et sur lesquels en fait il y a très très peu de compétition. Donc le premier exemple que je vais vous donner, c'est par exemple, un exemple qu'on vous redonnera de toute façon dans la conférence, c'est la niche des licornes. Par exemple, les chaussons licornes, les t-shirts licornes, les posters licornes, les pyjamas licornes, etc. Tout ça, enfin, tous les produits dérivés licorne forment une niche, qui est une niche assez restreinte, c'est pas une niche auquel on pense de base, mais qui a des recherches très intéressantes. C'est-à-dire que donc vous n'avez pas de gros magasins spécialisés qui vendent des produits licorne, mais vous avez quand même suffisamment de personnes qui recherchent des produits licorne tous les mois pour que ce soit intéressant. Donc maintenant, en fait, il va falloir qu'on identifie une niche comme ça, et je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour trouver une niche. Parce que c'est très important le choix de la niche, parce que vous n'allez pas vous lancer sur quelque chose. Et encore une fois, je sais que là, vous êtes en train de vous dire oui, mais me lancer, comment je me lance, comment je vais faire pour vendre les produits, etc. Encore une fois, vous inquiétez pas, tout va être détaillé dans la conférence. Vous allez... Voilà. Vous voyez l'intérêt aussi d'être capable de garder son prospect cible en tête à toutes les étapes du webinaire. Ça, c'est quelque chose, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos sur comment faire en sorte de vraiment garder son avatar client en tête, de garder la personne à qui on parle, de, entre guillemets, presque dédoubler son cerveau, être capable d'en même temps parler à travers la voix du présentateur, donc de celui qui pitch, et en même temps d'être capable de recevoir le pitch à travers les oreilles du prospect cible. L'idée, c'est que quand vous faites ça en temps réel, là, vous êtes capable d'ajuster. C'est-à-dire que dès que vous dites quelque chose, parce que un webinaire, c'est pas comme une vidéo de vente ou une page de vente, ça a aussi cette spécificité qu'il y a un moment, vous n'allez pas pouvoir tout scripter phrase par phrase. Il y a un moment, ça va être quand même globalement de l'impro, vous allez avoir un framework, vous allez avoir des notes, etc. C'est quelque chose que vous allez répéter, donc vous allez avoir des structures de phrases en tête, déjà prêtes, etc. Mais il y a un moment, il va falloir improviser dessus. Donc l'intérêt est de pouvoir garder en temps réel la personne à qui vous parlez en face dans votre tête. Ça va vous permettre de vous adapter, de retomber sur vos pieds. Si par exemple vous dites une phrase qui peut occasionner une objection dans la tête du prospect, tout de suite vous êtes capable de vous reprendre et de préciser. Vous voyez là par exemple, quand on dit se positionner, etc. Après, là on sait très bien que l'objection du client c'est comment ça me positionner, c'est-à-dire machin. Et là tout de suite on attaque ça. On dit ne vous inquiétez pas. On va tout voir après, nanana, ça prend une phrase et c'est extrêmement important pour dissiper les objections qui peuvent apparaître dans la tête du prospect. Et ensuite, on va leur démontrer ce que c'est qu'une niche. Encore une fois, pensez démonstration, donc on ne fait pas que dire, il faut prouver ce qu'on dit. Il faut prouver, il faut démontrer, il faut que tout soit logique. Donc là, en l'occurrence, on va démontrer concrètement et vous allez voir du coup dans la suite. Vous allez tout comprendre, mais chaque chose en son temps.
Pour l'instant, restez avec moi sur la niche. Ensuite, je vous montrerai concrètement comment est-ce qu'on fait pour faire des recherches de niche. Donc, je vais peut-être vous montrer maintenant d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Je vais vous montrer maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon bureau. Tac. On va passer. Alors, cette partie hésitation, c'est en fait à moitié de l'acting et à moitié du manque de préparation, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, en fait, ce webinaire-là, ce que vous voyez à l'écran, qui est du coup le webinaire qui a tourné pendant 2 ans, ça a été la version finale du coup du webinaire, c'était pas du tout censé être une version finale du webinaire, c'était censé être un brouillon, c'était censé être une template que j'avais fait pour montrer un petit peu à Romain ce à quoi c'était censé ressembler en termes de pitch, en termes d'argumentation, etc. C'est-à-dire qu'on avait travaillé ensemble sur tout ce qui est slide, etc. Moi, du coup, après, je coachais Romain pour savoir un petit peu quoi dire, comment amener les arguments, etc. pour le webinaire. Et du coup, histoire que lui, il puisse avoir cette vidéo-là qu'après, il peut revisionner encore et encore pour s'en inspirer et ensuite pouvoir faire le webinaire à sa sauce. Donc j'avais carrément enregistré toute une version du webinaire, mais qui n'était pas du tout censée être une version finale. Donc je l'avais fait quand même suffisamment bien pour que ce soit proche d'une version finale, mais ça restait quand même un brouillon. Donc en fait, il y a plusieurs défauts qui sont évidents, en fait, si j'avais su que ça aurait été la version finale, c'est-à-dire qu'en fait, au final, on a testé cette version-là, et puis au final, elle a bien marché. Et après, au final, c'est resté comme ça. Et puis on n'a pas refait d'autres versions du webinaire. Mais voilà, du coup, bon, pour la faire courte, si j'avais su que c'était la version finale du webinaire et qu'on n'en referait pas d'autres derrière, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Notamment, ici, vous pouvez voir que là, en fait, ça, tout ça, là, c'est très mauvais. Il aurait fallu repartir d'un environnement de travail vierge. Et là, en fait, il y a beaucoup, vous voyez qu'il y a des favoris, des extensions, des trucs, des trucs qui sont hyper compliqués en fait pour quelqu'un qui ne connaît pas. Pensez vraiment à quelqu'un qui fait le strict minimum sur son ordinateur. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est reparti de Google, exprès pour repartir de l'interface qu'ils connaissent. Et parce que vous avez déjà vu, je pense, des gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'ordinateur à rechercher dans la barre d'adresse URL Google pour aller sur la page de Google. Voilà, donc on repart volontairement de là. Mais du coup, voilà, il aurait fallu avoir le sens du détail et dégager ça et repartir dans un environnement de travail propre. Voilà, donc bon, ça c'est du petit détail, mais c'est du petit détail qui peut avoir son importance, c'est des détails qui fait inutilement monter la jauge de confusion de la part du prospect, donc c'est quelque chose, je veux dire, ça coûte pas grand chose de repartir dans un environnement de travail clean et vierge, donc voilà, en fait, dans une deuxième version, ça par exemple, c'est un des détails qui aurait été corrigé. Voilà. Sur Google, ici, voilà. Et donc maintenant la question c'est, bon, c'est bien beau de penser à des objets loufoques, des objets pas communs, etc. Et ainsi de suite, mais comment est-ce que je peux être sûr qu'il y a bien des gens qui recherchent ces objets-là? Parce qu'on va pas se lancer sur une niche que personne ne recherche. Là, je vous ai pas... Voilà, donc là vous voyez, on est en train de démontrer un petit peu comment on trouve une niche, etc. On est en train de faire en sorte que tout ait du sens dans la tête du prospect. Et encore une fois, on va démontrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une extension qui s'appelle Keyword Surfer. En fait, il y a plusieurs manières pour ceux qui connaissent un petit peu le SEO, etc. pour analyser le trafic, le nombre de recherches sur certaines requêtes, etc. sur Google. Vous avez plusieurs outils. Vous avez par exemple le Google Keyword Planner, vous avez des extensions de navigateur, vous avez des outils beaucoup plus complexes comme SEMrush, qui sont en fait beaucoup plus efficaces que des extensions de navigateur. Mais le problème de quelque chose comme SEMrush ou comme le Google Keyword Planner ou des trucs du genre Exploding Topics, etc., c'est qu'en fait, c'est des interfaces qui sont extrêmement compliquées. C'est des plateformes à part entière qui sont faites pour les professionnels, sur lesquelles vous avez vous avez des listes d'onglets et de fonctionnalités qui sont longues comme le bras, et évidemment, il n'est pas question de repartir de ça. Vous voyez, là, j'étais en train de vous faire un laïus sur pourquoi il aurait fallu dégager ces extensions, parce que ça rajoute de la confusion dans la tête du prospect. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas aller sur SEMrush, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est pas le plus efficace pour trouver les mots-clés, mais c'est le plus intuitif pour pouvoir faire comprendre aux gens de quoi il s'agit. Parce que vous allez voir que là, l'extension en question, en fait, elle se greffe sur le navigateur et elle s'intègre directement avec le navigateur et elle vient se greffer par-dessus l'interface Google que les gens connaissent bien. Donc c'est parfait pour faire ressentir un petit peu le nombre de recherches, etc. aux prospects.
Là, je vous ai parlé Vers par exemple, de l'audience produits dérivés licorne, mais on va pas se lancer sur les produits dérivés de scarabée, par exemple. Je sais pas, les chaussons scarabée, enfin, je sais pas de source sûre, mais je suis prêt à vous parier que personne ne recherche ça. La question, c'est comment est-ce qu'on sait s'il y a bien des demandes, s'il y a bien des gens qui recherchent à acheter ces produits tous les mois, qu'il y a bien des requêtes, il y a bien un volume de recherche qui est existant pour ces requêtes-là. Et là, je vais vous montrer, en fait, il suffit d'installer, on va installer un petit plugin. Alors, faites pas attention à tout ça, c'est des extensions que j'utilise, mais vous, normalement, si vous utilisez rien, vous aurez rien ici, donc vous inquiétez pas, c'est juste des extensions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une extension, on va aller ici Raison dans de les plus. fonctions, on va aller dans plus d'outils, extensions, sur Google Chrome, et on va aller dans, tac, ici les petits traits, ouvrir le Chrome Web Store. Et ensuite, à partir de là, on va aller chercher dans la boutique, vous inquiétez pas, c'est gratuit, hein, ça s'appelle boutique, mais l'extension en l'occurrence elle est gratuite, on va chercher Surfer, comme ça. Hop, Surfer, voilà, et on a Keyword Surfer, ce qui veut dire surfeur de mots-clés. En anglais, keyword ça veut dire mots-clés. Hop, on va prendre ça, on va faire ajouter à Chrome, vous allez voir, c'est aussi simple que ça, ajouter l'extension. Tac. Donc voilà, vous voyez à quel point on essaye de bien tout détailler, hein. On essaye de bien, on fait pas comme sur les tutos, on a tous déjà suivi un tuto comme ça qui est insupportable où le mec en fait clique avant de montrer où il clique et on est obligé de revenir en avant, en arrière 5 fois pour voir où le mec a cliqué. Bon là on fait bien un cercle avec la souris en disant voilà on va cliquer ici, on va aller là, c'est très simple. Un seul truc qui aurait pu être fait, par exemple pareil dans une version ultérieure pour rendre ça encore plus facile à comprendre et apaisant au niveau de la confusion pour le prospect, ça aurait été de dire ne vous inquiétez pas, on vous enverra un mail récapitulatif avec toutes les étapes, etc. Machin. Et envoyer un mail avec des screenshots, voilà, un espèce de tuto, ça prend 3 clics, c'est très facile à faire. Mais voilà, ça aurait permis de libérer encore plus d'espace mental dans la tête du prospect et de se dire, voilà, bon, ok, ouais, tranquille, c'est bon, j'ai pas à me prendre la tête. Parce que là, en fait, on n'a pas envie que les gens soient en train, et ça, c'est un truc qu'on avait beaucoup d'ailleurs comme question dans le webinaire, c'était, est-ce que c'est possible de remontrer pour l'extension, etc. Donc ça, c'est vraiment pas un point sur lequel, en fait, on a envie que les gens se focus. On a envie qu'ils se disent, ok, c'est bon, ça, je vais l'avoir plus tard, donc pour l'instant, j'ai pas besoin de me prendre la tête, juste j'écoute ce qu'il dit. C'est un détail sur lequel on n'a pas envie que les gens bloquent et du coup c'est quelque chose qui aurait été un ajout assez pertinent. Et là voilà, vous voyez que l'extension Keyword Surfer a été ajoutée à Chrome. Et là vous avez votre extension ici. Maintenant ce qui est super, c'est que, alors bon, elle s'est remise dans l'extension. Bon, c'est l'horreur. Tout simplement. Voilà. Ça voilà, c'est l'horreur là de voir toutes les extensions, alors que si on avait eu rien, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin bon. Ici comme ça, vous pouvez donc là vous voyez qu'elle est ici. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller rechercher, on va aller faire une recherche. Par exemple, je vous disais housse de couette. Tout à l'heure, tac. Et là, bon, vous avez les recherches de les résultats de la recherche Google qui s'affichent ici. Et surtout, et c'est grâce à ça, c'est ça que nous permet le plugin qui est absolument super, l'extension, c'est que là, vous voyez, on a les valeurs moyennes de recherche, c'est mensuel. Voilà, donc là, on va passer assez rapidement parce que ça, après, la démonstration en soi n'a pas grand intérêt ici. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez que vraiment, voilà, on démontre ce qu'on dit, on montre, on fait ressentir et on illustre vraiment ce qu'on est en train de dire. Et là, en l'occurrence, on va faire la démonstration en fait sur plusieurs recherches. Hein, je vous passe un peu le truc, mais voilà, on teste plusieurs trucs. Donc, housse de couette, télé, écran plat, ou je ne sais quoi. Bon, voilà, télévision, truc. Voilà, là, vous voyez, vous avez ici. Bon, et puis après, on va passer aux niches. Par exemple, le truc licorne, ce qu'on avait dit avant. Et bien là, donc ça, vous voyez que ça n'a pas de gros sens. Licorne, voilà, et en fait, on leur montre concrètement comment est-ce qu'on trouve une niche. Voilà, vous allez essayer de trouver des recherches qui sont entre 500 et peut-être 5 ou 10 000 recherches maximum, et c'est là-dessus qu'on va se positionner, etc. Donc là, vous voyez qu'on a bien démontré le potentiel de, enfin, entre guillemets, concrètement, comment on trouve une niche. Comment on fait. Donc là, l'opportunité paraît beaucoup plus concrète. Maintenant, parce qu'on est là, ah oui d'accord, donc on peut vraiment analyser ce qui se passe sur le marché, etc. Et on leur a démontré, on leur a montré comment ils peuvent le faire eux-mêmes, et ça c'est quelque chose de très pertinent. Bon, maintenant on va revenir à nos moutons. Hop, voilà, donc on en était là. Alors, une seconde, du coup je vais remettre la caméra un petit peu en dessous. Voilà, parfait, on est bien. Ok. Merde. Alors, du coup, ensuite, une fois qu'on a démontré tout ça, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de passer un peu rapidement sur les slides. Donc, on va pas détailler absolument toutes les slides qu'il y avait, mais on va détailler les slides importantes. Là, une fois qu'on a fini cette démonstration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, ok, la méthode, elle est aussi simple que ça. Elle se base en 3 étapes. Première étape, c'est de choisir une niche. Ça, c'est ce qu'on vous a déjà montré, mais on va détailler ensuite en plus. Étape B, se positionner dessus avec une boutique. Et là, vous voyez que boutique a été mis entre guillemets, et ça, c'est très important. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, pareil, on leur dit, alors ne vous inquiétez pas, vous allez voir qu'en fait, c'est très facile à faire, etc. On va détailler ce que c'est qu'une boutique, on va présenter, nanana. Donc voilà, entre guillemets, c'est mis entre guillemets parce que c'est normal que vous ne connaissiez pas le concept. Et ça, c'est quelque chose de très important. Rassurer les gens sur le fait que c'est normal qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne savent pas de quoi on parle encore, parce que sinon, il y en a qui vont se dire, oh là, mais moi, je sais pas faire ça. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, on insiste sur le fait que ne vous inquiétez pas, ça va être détaillé. Et ensuite, dans la partie C, récolter de l'argent tous les mois en automatique. Bon, ça, c'est un petit peu
Ça veut un peu rien dire en soi, mais c'était juste une manière d'éviter de devoir introduire le SEO ici, parce que déjà qu'on est en train d'introduire boutique alors qu'ils savent pas ce que c'est, si en plus on doit dire le SEO là, là on risque de les perdre. Donc dans l'idée, c'est là qu'on va montrer un petit peu la démonstration du SEO, etc. Enfin, comment concrètement on va récupérer des gens ensuite sur la boutique, mais bien sûr on n'introduit pas tout de suite le SEO parce qu'il faut déjà qu'on introduise le concept de boutique, comme on a vu dans notre plan initialement. Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est dans le sommaire du webinaire. J'aurais pas dû remettre cette slide, je pense, mais en gros, dans le sommaire du webinaire, ça c'est la partie 3. C'est en fait, vous voyez qu'il y a le sommaire en haut à gauche, donc petit détail à la limite qui ça peut être intéressant maintenant que cette slide est là de toute façon. On met toujours le sommaire, on essaye toujours de repérer les gens quant à où ils en sont concrètement dans le webinaire. Ça, c'est très très important. C'est un petit peu comme, imaginez que vous roulez sur la route, vous roulez sur une départementale ou une nationale ou sur l'autoroute ou peu importe, vous avez à chaque intersection, à chaque sortie, etc., vous avez des panneaux de direction qui vous rappellent où vous êtes et où vous allez. Ça, c'est très important. Il suffit pas de vous dire que vous roulez dans la direction de Bordeaux pour que vous soyez en mode oh, c'est bon, je roule dans la direction de Bordeaux. Non, non, s'il y a un moment où vous voyez pas de panneau pendant je sais pas combien de kilomètres, etc., et à un moment vous allez commencer à paniquer, vous allez commencer à vous dire oh là, est-ce que je vais toujours dans la bonne direction? Et bah ça, c'est exactement pareil dans un webinaire. C'est qu'il y a un moment, il faut rappeler aux gens où ils en sont. Voilà, on en est là, vous êtes ici, on va ici, ne vous inquiétez pas, blabla. Faut les repérer spatialement, faut les repérer temporellement pour que vraiment ils sachent où ils en sont. Un sommaire, ça coûte vraiment pas grand-chose à faire. Dans l'introduction, il y a une slide du coup en plusieurs parties qui présente le sommaire, hein, ça prend 1 minute et ça aide à vraiment repérer les gens. Et le sommaire, nous, on le laisse du coup toujours à gauche. Voilà, c'est un ajout qui est tout bête, mais c'est très important de laisser le sommaire pour que les gens sachent où ils en sont. Et là, vous voyez que du coup, on passe, le sommaire, bien sûr, s'adapte en fonction des parties où on est. Là, on passe à la partie 3, donc la partie 3 s'ajoute. Voilà. Ensuite, donc, la partie choisir une niche, comme on avait dit. Et là, c'est le moment où on va introduire l'exemple concret de Cranfaction, donc qui est la boutique que Romain avait montée dans le but du Challenge SEO en 2019, qu'il avait fait, comme je vous disais, il l'avait fait en live, par-dessus son épaule, pour que toute sa communauté puisse vraiment voir concrètement ce qu'il fait et surtout démontrer que ce qu'il dit c'est vrai et que ça marche, et la preuve c'est qu'il prend le risque lui-même. Voilà, donc là on présente le truc. Là voilà, encore un petit détail, j'ai moi-même relevé le défi en live. Bon, en l'occurrence c'est moi qui parlais sur le webinaire, donc c'est compliqué parce que moi c'est pas moi qui l'ai fait, c'était Romain. Donc j'ai dû dire on, etc., comme si Romain, voilà, on était associés sur le projet, etc., alors qu'en fait c'est complètement le projet de Romain, mais vu que c'était censé être un brouillon de base, en l'occurrence, ça c'est pareil, c'est une petite incohérence, il aurait fallu changer la slide, nous avons blablabla, le jet tombe un peu comme un cheveu sur la soupe ici, donc c'est encore des petites incohérences, des petits détails comme ça qui auraient pu être corrigés, mais vous voyez qu'en fait, même avec un webinaire brouillon comme ça, parce qu'en plus, moi, du coup, je l'avais tourné entre guillemets à l'arrache parce que j'étais allé acheter une webcam à 50 balles chez Darty et des lumières à la con à moins de 50 balles à la Fnac. Et en fait, j'étais sur un setup à moins de 100 €. J'avais tourné en une après-midi juste pour faire un peu une démonstration de à quoi c'était censé ressembler, une template. À l'époque, Romain, il était dans son appartement à Malte avec son setup à plus de 100 000 €, etc. Donc, vous voyez que ça aurait pu être fait vraiment de moins à l'arrache, quoi. Donc là, entre guillemets, les slides et le marketing du webinaire n'a pas du tout été fait à l'arrache, hein. L'argumentaire n'a pas du tout été fait à l'arrache, on a bien bossé dessus, mais la partie tournage, voilà, comme vous voyez, il y a quelques petites incohérences et tout, et encore une fois, ça n'a pas empêché le webinaire de très très bien tourner et d'être un succès. Donc en fait, vous voyez que même en ne faisant pas les choses de manière parfaite, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que s'il avait été fait encore mieux, il aurait sûrement encore plus fait d'argent. Donc voilà, là du coup on introduit l'exemple Cranfaction, donc 10 000 € par mois avec une boutique sur la tête de mort, etc., en partant de zéro en moins de 15 mois, etc. Voilà. Ensuite défi relevé, donc on monte les chiffres, donc ça c'est le screenshot de la boutique de Romain, du coup sur le mois de décembre 2019, en sachant que vraiment elle partait de zéro, donc 4 mois auparavant. Et voilà, vous pouvez pas vous tromper. Ça, c'est encore une fois, on insiste sur le côté mécanique de la méthode. Je vous parlais de la slide Lego dans l'introduction, où vraiment on dit voilà, avec la bonne méthode, etc., vous pouvez pas vous tromper et tout. Et là, en plus, vous voyez qu'on peut analyser le volume de recherche avant même de se lancer.
Ce qui veut dire qu'en fait, c'est Google qui vous donne la réponse pour valider votre niche. Vous n'avez pas d'aléatoire, pas de hasard. Vous savez que la boutique va fonctionner avant même de la lancer. C'est une question de persévérance. C'est qu'en fait, vous savez très bien que la boutique va marcher, contrairement à par exemple de la publicité, où là, voilà, bon, la boutique, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rassurant pour le prospect, ce côté où il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas de hasard, ne vous inquiétez pas, c'est mécanique, c'est étape par étape, c'est clic par clic, etc. Tout ça, c'est des choses, c'est très important d'insister dessus. Ensuite, là, en l'occurrence, j'avais demandé à Romain de, me trouver des exemples de niches dont on pourrait parler. Donc, j'avais demandé de m'en trouver une dizaine. Je crois que là, il y en a exactement 10 d'ailleurs. Ça, c'était pour vraiment démontrer le truc. Ça, c'est très important de donner des exemples. C'est comme ça que les gens vont bien visualiser de quoi on parle. Et en l'occurrence, voilà, là, je vous ai tout mis sur une seule et même slide pour gagner du temps. Mais il faut bien voir que dans le webinaire de base, c'est une slide par exemple. Donc, vous voyez que c'est très long quand même. 10 slides, ça fait une vraie accumulation, même si on les passe rapidement. On ne passe pas 2 minutes sur chaque slide. Mais en fait, vous voyez que l'accumulation est quand même très longue. Et ça, c'est pour renforcer ce côté compréhension de ce qui est niche et aussi renforcer le côté opportunité de provoquer ce « Ah ouais, c'est vrai que des niches, il y en a plein. Il y a plein de trucs auxquels je ne penserais pas qui sont disponibles sur le marché. » Voilà. Et ça, c'est très très important, encore une fois. On fonctionne très bien par analogie. Et ça va dans la même veine que ce que je vous disais avant, qui est d'abord on définit un concept. Enfin, d'abord on introduit un concept et après on met un mot dessus. C'est pas on introduit le concept et on le définit. C'est toujours important de faire ça. Et toujours démontrer des exemples, parce que le cerveau humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. On fonctionne par induction. Naturellement, le cerveau humain est fait pour fonctionner par induction, pas par déduction. Même si trop souvent, on a tendance à privilégier le mode déductif, mais il faut vraiment considérer l'induction. Je ne sais pas si c'est très pertinent que je... Ouais, donc là, ça fait déjà plus d'une heure, donc on va plutôt avancer sur le reste, et on reviendra sur cette histoire d'induction-déduction peut-être une prochaine fois. Mais là, ouais, ça va prendre trop de temps là si on développe ça. Ok, donc ensuite, il y a la partie B, donc ce qu'on avait dit, vous voyez que là, ça a été ajouté dans la partie sommaire, se positionner dessus avec une boutique, toujours avec les guillemets, parce qu'ils ne sont pas censés savoir ce que c'est. Donc tout de suite, on tue l'objection dans l'œuf, à savoir, pas besoin d'être développeur, vous n'avez pas besoin de coder, vous allez voir que c'est très simple, ça se fait en quelques clics, et vous n'avez pas besoin de posséder les produits, comme on vous disait plus tôt, etc. Voilà, donc là, toujours important. Là, c'est une slide de transition pour vraiment aller tuer l'objection, et ça, c'est très très important que de ne pas laisser une objection mariner dans la tête du prospect. Là, vous voyez que on se rebase sur ce qu'on avait dit avant, à savoir, quand on avait dit les 3 choses dont vous avez besoin, c'est consulter votre compte Facebook, vos emails, etc. Là, du coup, on a fait un parallèle entre la page d'inscription Shopify et la page d'inscription Facebook. Vraiment juste pour créer une sorte de parallèle dans leur tête, de comparaison, où ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est très très simple, aussi facile que de créer un compte Facebook. » C'est vraiment pour rassurer le prospect. Et là, cette plateforme s'occupe de tout pour nous, avec le screenshot de l'écran d'accueil de Shopify sur téléphone, où il y a toutes les analytics, etc. Et voilà, donc on dit vous avez tout qui est centralisé au même endroit, vous voyez les commandes, les analytiques, les clients, etc. Machin, tout est très très bien fait et votre boutique elle est prête en quelques clics. Voilà, ça encore une fois c'est le but, c'est de rassurer le prospect. Encore une fois, on insiste sur le fait que voilà, les fournisseurs ils s'intègrent avec Shopify, etc. Et là vous voyez que du coup on a introduit le côté boutique de manière très élégante, très facile, avec des schémas beaucoup. Vous voyez que on utilise beaucoup de schémas parce que c'est quelque chose de très rassurant, de très intuitif. Là encore une fois on utilise un schéma en disant voilà, vous avez le client qui commande sur votre boutique, de votre boutique la commande elle est transmise au fournisseur, le fournisseur il envoie le produit, le client reçoit le produit et tout le monde est content. Et là vous voyez que très naturellement on en arrive à la question de savoir bon, ok, c'est cool, j'ai une boutique, j'ai une niche, j'ai des produits, etc. Alors bien sûr, tous les concepts avant étaient détaillés plus explicitement. Là, je passe un peu vite sur les slides parce que le but, de toute façon, ici, c'est pas de vous repitcher la méthode, mais c'est que vous compreniez la structure de l'argumentaire. Là, on détaille la structure, pas le détail sémantique. Donc, une fois qu'on a vu, ok, c'est bon, on a une niche, on a une boutique, on peut vendre des produits qui sont pas à nous, qui sont aux fournisseurs, etc. Ok, très bien. Comment on fait maintenant pour avoir des clients ? Comment on fait pour faire apparaître cette boutique sur Google, pour qu'il y ait des gens qui nous trouvent, pour qu'on ait du trafic et qu'on ait des ventes ? Bon, et là, on en arrive à la partie un petit peu technique, qui est la partie SEO, donc qui est le moment où là, va falloir être faire très attention à comment est-ce qu'on présente ce concept-là, parce que c'est un concept qui est très technique, qui est très compliqué. Vous voyez très bien que expliquer le SEO à quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec Internet, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, pour leur faire comprendre, encore une fois on est dans une démonstration donc il faut comprendre, on ne peut pas faire comprendre le SEO tout seul comme ça si on ne comprend pas comment un moteur de recherche
fonctionne. Donc il va falloir commencer par faire comprendre rapidement, hein, il n'est pas question de faire un cours théorique sur les moteurs de recherche, mais il va falloir être capable de faire comprendre rapidement comment un moteur de recherche fonctionne initialement. Donc là, une analogie s'impose. On est obligé d'utiliser une analogie ou une métaphore ou quelque chose qui vont être capables de comprendre intuitivement. Donc là, si on veut faire comprendre comment Google fonctionne, ce qu'on va devoir faire, c'est, encore une fois, utiliser une analogie. Et là, il y avait 2 analogies qui étaient possibles d'utiliser. Il y en a plus que ça, mais je veux dire, là, en l'occurrence, il y avait 2 analogies qu'on avait sous la main. C'était l'analogie de la caisse de documents et l'analogie de la bibliothèque. Donc, en l'occurrence, vous avez par exemple, donc, l'analogie qu'on a fini par utiliser, c'était celle de la caisse de documents. C'est en fait, imaginez que vous retrouviez une grande caisse de documents dans le grenier qui était là depuis un moment, dans laquelle vous avez toutes sortes de documents. Vous avez des factures, des photos de famille, des albums photos de je sais pas quoi, des livres, des cassettes, peu importe, vous avez tout type de documents et tout est en bazar dans le truc, il n'y a rien qui est organisé. Bon, bah, Internet, de base, c'est comme ça. C'est un ensemble de pages Internet et d'informations et de contenus, etc., qui est complètement désorganisé, etc. Et donc, si vous voulez trouver quelque chose sur Internet, en fait, c'est comme fouiller dans une énorme caisse de documents où vous cherchez un document spécifique, mais tout est complètement désordonné et vous ne savez pas où il est. C'est comme ça que fonctionne Internet de base. Quand ça a été créé, c'était comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Mais en gros, du coup, quand vous trouvez cette pile de documents, vous le savez, si vous avez déjà essayé de chercher des documents dans une pile ou quoi que ce soit, en fait, vous pouvez y passer des heures parce que vous devez regarder un par un jusqu'à ce que vous trouviez le document qui vous intéresse. Bon, ben maintenant, en fait, imaginez que vous ayez un assistant qui fasse ça pour vous. C'est-à-dire qu'il regarde tout le contenu de la caisse de documents, qui parcourt tout, qui prend des notes un petit peu, qui classe les différents trucs en fonction par thématique, par catégorie, etc. Et du coup, ensuite, quand vous cherchez un document, vous pouvez juste aller voir cet assistant et lui dire, voilà, je cherche tel document. Et là, l'assistant va être capable de vous sortir le document qui correspond. Ben, en gros, le ou les documents qui correspondent. Donc, en gros, Google, c'est ça. Son travail, c'est de parcourir Internet, de parcourir toutes les pages Internet et de classer l'information sous différentes thématiques, etc. pour être capable ensuite, quand vous faites une recherche sur Internet, de ne vous afficher que les résultats qui sont pertinents en fonction de votre recherche. Ça, c'est le but de Google. Vous avez aussi une deuxième analogie, du coup, qui était l'analogie de la bibliothèque, qui est pareil, à peu près pareil, mais c'est, imaginez une bibliothèque dans laquelle vous avez énormément de livres, etc., qui sont complètement désorganisés, blablabla, vous avez un employé de bibliothèque qui peut vous guider, blablabla. C'est la même analogie. Donc l'idée, c'est que ça permet d'utiliser un exemple concret pour comprendre quelque chose de très abstrait, donc un moteur de recherche. En l'occurrence, on a choisi plutôt de partir sur la caisse de documents, même si au final, conceptuellement, l'exemple de la bibliothèque est en fait plus précis. Mais en fait, là, c'était pas la précision qui importait, c'était à quel point est-ce que c'est intuitif. Et en fait, trouver une caisse de documents dans le grenier, c'est quelque chose que tout le monde a déjà fait. Tout le monde a déjà recherché des documents dans des piles de trucs qu'ils trouvaient pas, etc. Donc c'était quelque chose de plus parlant, mais il était tout à fait possible d'utiliser l'autre analogie. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez bien détaillé cette analogie, que vous l'avez bien introduite, etc., que vous avez bien fait comprendre le concept à votre prospect, derrière, vous pouvez dire, voilà, et c'est là que le SEO intervient. C'est qu'en fait, une fois que Google, donc, il parcourt Internet, et derrière, comment il va faire pour savoir si ce site-là, il est plus pertinent que celui-là? Mais en fait, il va regarder les mots-clés. Il va regarder les mots-clés, et en fonction des mots-clés qui sont utilisés, et là, vous voyez qu'on est obligé de survoler un peu, parce qu'en réalité, le SEO, c'est pas que ça, c'est plus complexe que ça, évidemment, mais on peut pas rentrer dans le détail, déjà que c'est très technique, c'est très compliqué, on est obligé de survoler le sujet, et on est obligé, en fait, d'en dire suffisamment pour que les gens aient quand même l'impression de comprendre intuitivement, mais pas en dire assez pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas compris. C'est vraiment c'est le peak of bound stupid, pour ceux qui connaissent l'effet de Dunning-Kruger. C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir éventuellement une autre fois également. Mais voilà, en gros, c'est vraiment ça qu'il va falloir faire. Donc, on est un peu sur la corde raide. On essaye de rester dans ce sweet spot-là et de pas trop sortir de là. Donc voilà, on va parler que des mots-clés ici. On va dire voilà, donc en gros Google, comment il fait pour trier l'information? Bah, il regarde les mots-clés qu'il y a sur le site ou sur telle ou telle page ou quoi que ce soit, et en fonction des mots-clés, il va se dire ah bon bah si sur telle thématique le site a tel et tel mot-clé, il est probablement plus pertinent sur cette thématique, etc. Donc encore une fois, c'est un peu un biais de raisonnement, parce que encore une fois le SEO c'est pas du tout que ça, c'est une histoire de crédibilité aussi, etc. Mais là en l'occurrence on peut pas tout présenter ici, c'est pas possible. Donc là on repart de la niche des crânes, tête de mort, etc. comme crâne faction. À savoir dire, voilà, bon là, vous avez tête de mort, crâne, faucheux, squelette, jour des morts, Halloween, pirate, etc., qui sont des mots en rapport avec le champ lexical du crâne, tête de mort. Vous avez le mot sur le yoga, etc., sport, musculation, voilà. On montre quelques exemples pour que les gens puissent se faire un petit peu leur propre image du truc et comprendre encore une fois de quoi on parle. Toujours montrer des exemples. Voilà. Et ensuite,
on montre un mauvais exemple de SEO, donc on montre une page produit Amazon où c'est très mal fait, voilà, il n'y a qu'un seul mot-clé qui est utilisé 2 fois, en plus le nom du fournisseur, enfin le nom de la boutique est mis en premier alors qu'en fait c'est le plus important au niveau de Google, etc. On montre un peu un mauvais exemple pour qu'ils puissent avoir une idée de ce que c'est, et là un exemple de crainte-faction, où en fait là vous voyez que voilà, vous avez 5 mots-clés, bon, il y en a un qui revient 2 fois je crois, mais en gros vous avez au moins 4 mots-clés, etc. Et l'idée c'est de dire que voilà, en fait si vous faites ça sur toutes les fiches produits, vous allez mieux ranker que la compétition. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, sinon il n'y aurait pas eu besoin de 60 heures de formation pour apprendre à faire du SEO, mais pour comprendre conceptuellement, voilà, et après on dit à l'oral qu'il y a ça et d'autres trucs, etc. Mais encore une fois, le problème c'est qu'on ne peut pas en dire trop, parce qu'il ne faut pas non plus que les gens soient dans l'incompréhension, il faut qu'ils comprennent suffisamment le concept sans qu'on rentre trop dans le détail. Donc c'est un petit peu, il faut savoir doser, et ça c'est un peu, voilà, c'est un peu marcher sur un fil, quoi. Ensuite, montrer les résultats, donc première position sur Google, etc. On dit qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est un petit peu... on ne veut pas que les gens non plus aient une sorte d'anxiété de résultat, de se dire « oh là là, mais je ne vais jamais réussir à être premier ». Encore une fois, le manque de confiance en soi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'indicateur de statut initial, etc. Il faut que le prospect ressente qu'il est capable de le faire. Donc, il faut lui dire que tu vas quand même avoir du trafic sur ton site, même si tu n'es pas en première position. Même si tu arrives en deuxième ou en troisième position, alors certes, tu auras moins de trafic, mais tu en auras quand même. Donc c'est cette idée, c'est déjà beaucoup plus rassurant de savoir que, ah ok, même si je ne suis pas premier partout, je peux quand même dégager un revenu, je peux quand même avoir du trafic, avoir des ventes, etc. Donc ça, c'est un détail, mais qui est important de mentionner. Ensuite, vous avez le côté effet bonus, où du coup, chaque nouvelle fiche produit va venir renforcer la crédibilité de votre boutique aux yeux de Google. Donc ça, c'est l'idée, l'effet boule de neige. C'est pour ça qu'on a illustré du coup avec une boule de neige. C'est l'illustration de l'effet cumulé, un petit peu, qui est quelque chose qu'intuitivement, on aime tous. Cette idée de se dire, ah d'accord, donc le travail que je fais là vient s'ajouter au travail que j'ai fait avant. Donc aujourd'hui, je fais le travail, mais en fait, demain, après-demain, la semaine prochaine, etc., je vais continuer de capitaliser sur ce que j'ai fait. C'est vraiment ce côté effet cumulé de je travaille pour moi et le travail que je fais n'est pas perdu, il va continuer de me rapporter des résultats. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est très, très engageant et qui est très séduisant, en fait, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Ensuite, il y a un côté, vous voyez qu'encore une fois, on schématise beaucoup, c'est beaucoup à travers le visuel en fait qu'on montre les choses, qu'on fait ressentir les choses. De toute façon, c'est là toute la partie émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on sait bien que l'acte d'achat, de toute façon, il est déclenché émotionnellement. Donc, il faut réussir, que ce soit par des analogies, par des schémas, par des images, par des formulations, par les mots. Il faut jouer sur tous ces éléments-là pour vraiment réussir à déclencher un peu ces émotions, etc., à faire ressentir l'opportunité au prospect. Voilà, donc là, plus de produits. Donc oui, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, chaque nouvelle fiche produit, là on était sur les slides avant, donc chaque nouvelle fiche produit va venir ajouter blablabla. Donc, parce que quand vous rajoutez des produits, vous avez du coup plus de mots-clés, du coup votre site rank mieux, comme on a dit, l'accumulation de mots-clés fait que Google vous rank mieux, du coup vous avez plus de visiteurs, du coup vous avez plus de ventes. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, on insiste sur cette histoire d'effet cumulé, etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on passe à la partie C, où en fait, on va faire une démonstration chiffrée basée sur les chiffres de crainte-faction. En l'occurrence, exemple concret. Déjà, on montre concrètement comment ça se passe. Donc, vous allez voir qu'on va reprendre le schéma qui avait été introduit précédemment, cette fois-ci avec une vraie simulation d'acte d'achat. Donc, on a un prospect qui vient, qui va ajouter au panier un produit voilà, qui coûte du coup 82 € sur le site, qui est acheté à un peu moins de 40 € sur AliExpress, donc chez le fournisseur, etc. Le client achète à 82 €, il y a 38,50 €, donc le prix du produit qui va au fournisseur, le fournisseur s'occupe de l'expédition, etc. Le client reçoit son produit et vous recevez votre commission. Ça, c'est ce que vous embauchez net. Voilà. Et vous avez à peu près, du coup, en général, 50 à 60%, ça peut être un peu plus, environ 60% de commission en fonction des produits, etc. Voilà. Et là, on va prendre un exemple chiffré pour vraiment essayer de, encore une fois, démontrer le potentiel de l'opportunité. On n'a jamais fini de prouver ce qu'on dit. C'est bien d'expliquer les concepts, etc., de démontrer logiquement et tout, mais il faut aussi donner encore des éléments de crédibilité. Dès que vous pouvez démontrer quelque chose, il faut le faire. Donc là, on reprend le trafic mensuel de crainte-faction, qui est de quasiment 25 000 visiteurs par mois, donc à peu près 800 visiteurs par jour. Et voilà, on va prendre un exemple avec seulement 1% de conversion. En l'occurrence, ces boutiques-là, en général, elles ont plus d'1% de conversion, mais on fait exprès de minorer, justement pour que ça paraisse crédible auprès du prospect.
C'est-à-dire qu'on prend volontairement des chiffres qui sont bas parce qu'en fait, les chiffres vont être quand même extrêmement satisfaisants et on veut, encore une fois, que ce soit crédible. C'est-à-dire qu'en minorant volontairement les chiffres, on dit, regardez, dans le pire des cas, vous allez avoir ça. Donc encore une fois, on parle aux personnes qui n'ont pas forcément trop confiance en elles, qui ont peur que ça ne marche pas, qui ont peur de ne pas réussir, etc. On leur dit, regarde, dans le pire des cas, tu fais ça. Donc ça, c'est très intéressant de minorer toujours vos démonstrations. Plutôt que de chercher à montrer le plus possible, etc., en fait, il vaut mieux chercher à minorer. Et donc, là, on prend un exemple, on dit, voilà, 1% de conversion. Et encore une fois, vous allez voir qu'on fait visualiser. 1% de conversion, ça veut dire que si vous aviez une boutique, par exemple, en physique, imaginez que 100 personnes rentrent dans votre boutique, ça veut dire que seulement une personne achète. Et là, ça, c'est un argument qui est très convaincant, parce qu'effectivement, on se dit, ouais, non, mais c'est vrai, sur 100 personnes qui achètent, enfin, sur 100 personnes qui rentrent, il y a évidemment plus d'une personne qui va acheter. Donc, c'est un espèce d'argument, mais un argument, en l'occurrence, il est vrai, mais je veux dire, l'argument en soi n'est basé sur rien. Logiquement, il n'a aucune substance. Il pourrait très bien y avoir 10 000 personnes qui rentrent et aucune qui achète. Il peut y avoir des chiffres qui sont extrêmement faibles ou extrêmement élevés, ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est pas des anomalies, mais là, en l'occurrence, cet argument, il est très persuasif, il est très convaincant de se dire, de visualiser 100 personnes et se dire, oui, bah, c'est bon, oui, il va y en avoir au moins une qui va acheter, voire 2, 3. Donc c'est un argument qui nous fait ressentir que c'est vrai. On ressent, ah ouais, c'est vrai, ça marche. Et c'est un petit peu la même veine, si vous voulez, on a tous déjà fait ça, par exemple, avant de lancer un business, on a tous déjà fait ces raisonnements foireux de se dire, ouais, attendez, non mais attends, la taille du marché, elle est de temps, donc même si je vends à seulement 1% du marché ou à 0,1% du marché, j'ai toujours tant de clients, ce qui fait tant d'argent, avec tant de marge, je fais toujours ça, ouais, c'est incroyable. On a tous déjà fait ces espèces de raisonnements complètement foireux. Et en fait, ils sont extrêmement convaincants parce qu'on n'est pas du tout branché intuitivement pour raisonner statistiquement, etc. Donc en fait, en substance, de manière purement logique et statistique, cet argument n'a aucun sens. De dire voilà, 100 personnes qui rentrent, imaginez, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule qui achète, mais voilà, intuitivement, ça marche. Et encore une fois, là, on est dans la démonstration logico-émotionnelle. C'est-à-dire que si on était dans une formation, si on était dans une démonstration purement logique, on était dans du formalisme de logique, ça ne marcherait pas du tout, quoi. Donc, avec seulement 1% de conversion, pour 100 visiteurs, du coup, comme on disait, ça fait du coup, sur 25 000 visiteurs par mois, ça fait 250 ventes par mois. Le panier moyen, c'est-à-dire la vente moyenne, il est à 50 € environ. Et sur ça, du coup, vous allez multiplier le nombre de ventes mensuelles par le panier moyen et vous arrivez à 12 500 € de chiffre d'affaires par mois en automatique tous les mois. Alors là, on leur dit attention, c'est du chiffre d'affaires et vous allez prendre à peu près 60% de marge parce que vous n'avez pas de coût publicitaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insistait déjà plus tôt dans le webinaire, sur le fait que le SEO, c'est gratuit. Donc, vous n'avez même pas à investir d'argent pour pouvoir faire développer votre boutique, etc. Ce qui est une grosse force aussi du SEO quand vous partez de zéro. Là, dans ce cas-là, vous voyez qu'avec seulement 1% de conversion, là où on a minoré, alors que souvent, si vous faites ce qu'il faut, en fait, ça va être plus, là, vous êtes à 5 500 € de bénéfices déjà en automatique tous les mois. Voilà. Donc, avec seulement 1% de conversion, etc. Blablabla. Et ensuite, bien sûr, on peut dire, voilà, maintenant, imaginez que vous ayez plus de conversion, ce qui est largement possible, d'avoir 2, 3, voire même 4% de conversion sur ces boutiques-là. Voilà. 2% de conversion, ça fait 2 ventes pour 100 visiteurs, ça fait 500 ventes par mois, avec toujours un panier moyen à 50 €. Que là, forcément, on double le CA. Et avec 60% de marge, on double aussi les bénéfices. Et c'est pareil, c'est en automatique. Là, vous voyez que commencer par minorer, c'est toujours intéressant parce que derrière, ça ne peut qu'aller mieux, entre guillemets. Si on dit déjà, regarde, avec 1% de conversion, ce qui est moins bien que la moyenne, etc., tu vas faire déjà plus qu'1%, regarde, si tu as tant de trafic, tu fais tant. Donc ça, c'est un argument qui est très bien. Et encore une fois, reprendre cette idée, cet argument très visuel, qui, encore une fois, là, n'a pas spécialement de substance, cet argument de, voilà, imagine 100 personnes, on imagine 100 personnes qui rentrent dans une boutique, évidemment, il y en a plus d'une qui va acheter, etc. Encore une fois, argument qui ne se base sur rien d'autre que l'intuition purement émotionnelle. Voilà. Mais en fait, c'est finalement ce qui importe, encore une fois, comme on disait, c'est de faire ressentir. Des fois, vous n'avez pas besoin de chiffres. En fait, c'est-à-dire qu'on aurait pu probablement même... Imaginons qu'on ait des statistiques sur les taux de conversion de boutique. Et bien en fait, paradoxalement, de montrer ça, alors que ça devrait être beaucoup plus persuasif en fait, mais de montrer ça, ce serait moins convaincant que l'argument que je viens de vous donner là. C'est-à-dire que
quelque part, cet argument purement intuitif, émotionnel est beaucoup plus convaincant parce qu'il nous fait visualiser la situation plutôt que juste de montrer un chiffre de ouais, regardez, une étude de je ne sais quel institut de recherche a montré que le taux de conversion moyen sur les boutiques de dropshipping ou d'e-commerce c'est 2 ou 3%. Et ben en fait, ça devrait être beaucoup plus convaincant parce que c'est une preuve logique du truc. Enfin, c'est un argument factuel. Et pourtant, le coût il y a 100 personnes qui rentrent, c'est plus efficace. Donc voilà. Ensuite, donc, on amène sur le fait qu'il y a 3 leviers pour faire exploser les revenus de leur boutique. C'est de, 1, rajouter des fiches produits pour améliorer la position et donc, en fait, augmenter le trafic, augmenter le nombre de visiteurs. Ensuite, améliorer le taux de conversion. Vous avez vu ce qui se passe si on passe de 2 à 3% à 4%, etc. Et ensuite, dire que vous pouvez augmenter aussi le panier moyen pour rentabiliser chaque acheteur. Et là, voilà, on a un peu identifié les 3 leviers de croissance sur la boutique. Là, on en est au stade où les gens, du coup, sont convaincus par le potentiel de l'opportunité, par la manière d'exploiter cette opportunité. Et ensuite, là, on va transitionner. Vous voyez, il y a des astuces à connaître pour booster ces leviers. Et là, on va transitionner doucement vers l'annonce de l'offre et le pitch du closing. Voilà. Et là, en fait, on a fini, on a un argumentaire qui est clair, où on a présenté les choses de manière logique. Vous voyez que là, l'argumentaire de vente, il est très très clair. On a réussi à diminuer au maximum la jauge de confusion, on a réussi à repousser au maximum les objections du prospect et à entre guillemets, mettre du délai entre le moment où il se pose la question et le moment où on y répond. Et là, vous voyez que du coup, on a un argumentaire qui est très très bien, qui est très fluide et qui est convaincant. Et là, après, on peut commencer à transitionner vers la partie closing. Donc voilà, c'est tout pour la partie analyse de la structuration de l'argumentaire de vente. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle on va voir, du coup, on va rentrer plus en détail sur les slides et notamment la partie introduction et la partie closing, qui sont évidemment 2 parties extrêmement importantes, surtout le closing, parce que c'est là où vous allez récolter, entre guillemets, le potentiel d'intérêt que vous avez créé chez le prospect pendant la démonstration. Mais c'est là que vous allez récolter, transformer le potentiel d'intérêt que vous avez créé pendant la démonstration en un acte d'achat concret, ce qui est quand même le but de la démarche quand vous faites un webinaire comme ça, ou un argumentaire de vente en général. Et on verra également la partie introduction qui est quand même importante pour hyper le prospect, le mettre dans les meilleures dispositions pour être capable ensuite de recevoir l'argumentaire de vente, etc., introduire la crédibilité, etc., de la méthode et de la personne qui présente le webinaire et de la structure ou de l'entreprise qui propose ensuite la proposition commerciale à la fin. Voilà. Donc, on verra tout ça du coup dans la deuxième partie qui n'est pas encore prête. Là, je vais la préparer. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, il y aura un lien en description de la vidéo. Vous pouvez me laisser votre email du coup en cliquant sur le lien et dès que la deuxième partie de cette vidéo sera prête, je vous l'enverrai par mail. Voilà. Donc, en attendant, moi, je vais aussi préparer du coup d'autres vidéos. Il y aura d'autres contenus qui vont arriver sur la chaîne, d'autres analyses de copywriting, de marketing, d'acquisition de trafic, etc. en général. On va essayer de faire du contenu technique. Moi, je ne suis pas youtubeur et je n'ai pas vocation à l'être. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de faire du contenu technique sur le marketing, etc., qui va pouvoir ensuite vous aider à développer votre activité, encore une fois, que ce soit pour vos propres produits ou services ou que vous soyez en freelance ou en agence. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt.